Donc tout d'abord, je vous remercie d'être là pour un thème qui me tient particulièrement à cœur. Donc moi je vais me présenter rapidement. Je suis arrivée sur La Rochelle en 2012 maintenant. J'ai exercé depuis 2003 mon métier d'architecte avec le métier de géobiologue. Puisque tout de suite, quand j'ai ouvert mon cabinet, en fait, très vite, quand je visitais des lieux, quand je travaillais sur des projets pour des personnes, c'est mis sur ma route la géobiologie et le feng shui. Il faut savoir que nous, ici en Occident, c'est deux disciplines qui sont dissociées, alors qu'à la base, le feng shui, c'est aussi de la géobiologie, puisque en fait, c'est une des 5 branches de la médecine traditionnelle chinoise. Donc, le feng shui, c'est d'influence chinoise, mais ça s'appelle comme ça. Mais il y a aussi en Inde un certain feng shui. On peut même dire aussi chez les druides, les celtes. Enfin, tout le monde était vraiment dans une importance en fait de savoir comment habiter, investir un lieu, comment il pouvait être influencé. Et donc, du coup, nous, on a dissocié les deux disciplines, je ne sais pas trop pourquoi, mais en tout cas, la géobiologie ne peut pas, enfin, le feng shui ne peut pas être sans la géobiologie. Hein. Donc, j'y reviendrai si jamais vous avez des questions plus sur le feng shui, parce que là, j'ai vraiment abordé principalement la géobiologie pour ce soir, mais après, on pourra faire un système de questions-réponses à la fin et tout est bien sûr ouvert. Donc du coup, très vite, s'est imposé à moi la géobiologie et le feng shui dans les lieux. Et ce qui m'intéresse, c'est aussi de sensibiliser les personnes. Il y a de plus en plus aussi de médecins, moi que je reçois donc dans mon cabinet, puisque je pratique aussi les soins énergétiques, indépendamment de la géobiologie. C'est pour avoir une vision globale en fait du bien-être des personnes, plus que l'interdépendance du lieu et de ses habitants ou de l'entreprise et de ses salariés et chefs d'entreprise va avoir un impact très important sur leur façon de fonctionner. Donc je ne sais pas, souvent on peut dire que des fois il y a des choses qui sont concomitantes, par exemple avec un emménagement, des pathologies qui vont se révéler, ou des comportements même, parce qu'on va voir aussi que la géobiologie, ce n'est pas seulement que sur le physique, que sur le pathologique, au niveau du corps physique, mais ça peut être dans l'émotionnel. Pareil pour l'entreprise, il peut y avoir plus de tension, de crispation, de jalousie. Surtout maintenant, on fait des super trucs qui s'appellent des open space. Donc là où toute l'énergie de tout le monde est bien mélangée et c'est une vraie pollution, on va dire, énergétique. Puisque l'énergie, en fait, est partout, tout autour de nous, comme l'air qu'on respire. L'énergie, tout est énergie. Scientifiquement, la physique quantique, tout corrobore. Je ne vais pas vous faire un cours scientifique ou de physique quantique, mais puisque tout est énergie, nous sommes baignés et en interaction avec des bains d'énergie tout au long de notre journée, tout au long de notre nuit. Donc l'influence, en fait, ce qu'on va voir ce soir, c'est de l'environnement sur le vivant. Donc vivant, l'humain, mais ça peut être tout ce qui est vivant. On verra d'ailleurs que les animaux sont des bons détecteurs, en fait, des bons radars à perturbation. Parce que souvent, suivant l'un ou l'autre, suivant là où ils se mettent, soit c'est bénéfique, soit c'est moins bien. Et puis ça peut après engendrer des diagnostics, comme par exemple les fourmis, les lignes de fourmis. En général, elles adorent l'émanation en fait que ça, les radiations en fait que ça fait, et donc elles se mettent sur les failles. Voilà, donc en général, on voit que les fissures ne sont pas loin et que donc on peut détecter comme ça en fait ou s'amuser si vous avez un jardin et que vous avez une colonie de fourmis, voyez que ça peut être effectivement, plus que c'est jamais néfaste pour les animaux, c'est qu'ils vibrent sur ces fréquences, sur des vibrations. Et on verra en fait que tout est énergie, donc tout est fréquence, tout est vibration. Ça vous est certainement arrivé de rentrer dans un endroit et de dire, souvent on entend, y a des bonnes ondes, il y a des mauvaises ondes, ou des good vibes, ou je le sens pas, ou je la sens pas. Bon, c'est pareil pour les humains. La carte d'identité, elle est avant tout énergétique. L'information, elle est avant tout énergétique. Nos corps, on sommes constitués d'un corps physique, mais aussi de corps énergétiques qui vont capter en fait l'information
la carte d'identité soit d'un lieu, soit d'une personne. Et donc des fois vous rentrez dans un lieu, si tant est que parfois on arrive à y rentrer, parce que moi je vous assure que des fois il y a des lieux où j'ai eu du mal vraiment à rentrer, parce que j'ai travaillé longtemps avec une personne qui a créé un réseau d'agences immobilières, et donc en général c'est des personnes qui sont assez sensibles au lieu et qui corroborent en fait les dires que bah oui, il y a des maisons à maladie, il y a les maisons à divorce, et qu'il y a des maisons qu'ils ont à la revente pour toujours on va dire la même cause. Donc je vais pas vous faire peur non plus, parce qu'il y a des maisons à bonheur, il y a des maisons voilà où ça rayonne. Mais évidemment, quand on fait intervenir en géobiologie, c'est qu'on souvent voilà, soit on a une vision vraiment globale de son bien-être, et à ce moment-là, on le fait intervenir pour se sentir encore mieux, pour que la maison rayonne une belle vibration, ou alors comme j'ai mis dans l'intitulé, monter le lieu à son équilibre biotique. L'équilibre biotique, c'est l'équilibre de vie. Ou alors, effectivement, quand on est arrivé dans son lieu de vie ou dans son entreprise, on a développé certaines pathologies ou certains comportements. Tu sais qu'il y a certains lieux où tu ne peux pas rentrer par rapport à l'énergie, et ce sont par exemple des maisons à divorce, à répétition, etc. Est-ce que dans ce cadre d'énergie, on peut venir agir Corriger. Oui, vraiment. Parce que on a trois grands domaines en fait dans la géobiologie qui sont les perturbations naturelles. Donc c'est tout ce qui va être les échanges électromagnétiques. Je ne vais pas vous apprendre que la Terre est vivante. On a un réseau sanguin, on a un réseau énergétique. La Terre, elle a exactement la même chose. Elle a un maillage en fait énergétique. Comme nous, on a des méridiens, des chakras, des nadis, un système sanguin. La Terre, elle a ces mêmes réseaux. Elle a des temps de respiration, elle a ses chakras, et elle doit donc avoir des temps où elle expulse en fait un maillage énergétique en reliance avec un échange cosmique. Donc il y a deux forces en fait qui sont importantes ici. Il y a l'humain qui est sur Terre. Alors je m'excuse, j'ai mis un texte mais je ne l'ai pas du tout replacé à la bonne place, donc il mange un peu la page. Donc il y a l'humain qui est sur Terre, qui est influencé par les énergies telluriques, les énergies de la Terre en son centre, et les échanges cosmiques donc qui viennent du ciel. Et nous, on est sur Terre, on est une antenne et on est baigné par ces énergies-là. Et donc la Terre, elle doit avoir des temps de respiration, elle doit avoir des temps d'échange. Et du coup, pourquoi j'ai ça? Oui, parce que c'est des perturbations donc naturelles de la Terre, ça va être ces réseaux. Pour les plus connus, ceux qui ont lu déjà des livres sur la géobiologie ou ont entendu parler, il y a le réseau Hartmann et le réseau Curie. Je vais y revenir tout à l'heure. Après, c'est les veines d'eau qui sont en sous-sol, les failles pour les plus impactantes, on va dire, et ceux qu'on retrouve pratiquement dans tous les lieux. Réseau Hartmann et réseau Curie, c'est dans tous les lieux, sauf le réseau Curie, mais Hartmann, ça c'est sûr. Les veines d'eau aussi, et les failles. Donc ça, c'est les points les plus importants. Après, je ne vais pas parler ni des vortex, ni des cheminées cosmotelluriques. Il y a plein d'autres réseaux. Bon, après, on va avoir la tête farcie comme ça, puis ça ne sert pas forcément à grand-chose et ça ne va pas vous aider. Et après, il y a les perturbations artificielles, ce que l'homme a créé. Et après, il y a les perturbations subtiles. Pour revenir à ta question, Lucie, donc ça va être la mémoire des lieux, ce que le lieu y a vécu, la mémoire des objets, les pensées, ce que les habitants ont laissé comme énergie, ou même pas laissé forcément, mais vous recevez, je ne sais pas moi, des invités, ça s'échauffe un petit peu sur, je sais pas, des domaines divers et variés, il y en a, la politique, les choses comme ça, et on laisse des miasmes en fait énergétiques. Donc du coup, à force, ça va s'amalgamer, et puis il peut faire que aussi il y a des personnes qui sont décédées dans leur maison, il y a des suicides, il y a plein de choses sympathiques qui font que le lieu ne va pas vibrer puisqu'il va y avoir en présence des résidus énergétiques. Donc du coup, c'est sur ces trois points en fait qu'on va venir vraiment corriger, intervenir, même si je dirais que le plus difficile en fait à l'heure actuelle pour corriger, c'est les perturbations artificielles qui sont les pollutions électromagnétiques.
parce qu'on est dans un bain, voilà, hein, si c'est pas notre Wi-Fi, c'est celle du voisin. Donc on est en permanence baigné dans un bain d'ondes de haute fréquence. Donc ça, on va dire que c'est vraiment le point le plus difficile et impactant. C'est-à-dire que quand on est en plus en milieu urbain, bon bah là, voilà. Sinon, tout est corrigeable. Donc c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Moi, de par mon expérience et ceux que j'ai rencontrés, ce qui est le plus difficile à faire tenir, par contre, c'est les maisons ou les terrains, les lotissements qui sont construits sur des anciens cimetières. Donc cimetières remblayés et toutes ces joyeusetés. Ça, c'est le plus difficile. Mais sinon, tout est corrigeable et fixable, ou, bon, je ne sais pas si c'est très français, mais c'est pas grave, dans le temps. C'est-à-dire qu'une fois qu'on intervient, une fois qu'on fait les corrections, à moins qu'il y ait un gros truc à côté, un gros chamboulement, par exemple, il y a un immeuble qui se construit à côté de chez vous, où on fait une augmentation de puissance d'une antenne relais, et bien là, oui, évidemment, ça va rebouger les réseaux, hein, parce que les réseaux sont sensibles aux matériaux. Mais ça, je vais développer après. Mais sinon, tout est corrigeable. Moi, j'ai une question. Est-ce que maintenant, les maisons qui sont construites, on fait de plus en plus appel aux géobiologues, ou c'est toujours encore un terrain qui est mis de côté et... Bah, oui, ils sont... voilà. Ouais, c'est-à-dire, bah oui, c'est-à-dire que si en fait, alors là, les marchés publics faisaient appel à des personnes, à des géobiologues, ça serait vraiment, vraiment super. Parce que justement, des lotissements, il y en a qui sont construits sur des anciens cimetières. Moi, où je suis intervenue, hein, c'est du côté de Loumeau. D'ailleurs, on voit hein, énergétiquement. Alors moi, je ne connais pas trop les extérieurs de La Rochelle, mais voilà, quand on arrive sur le côté gauche, il y a un espèce de lotissement en contrebas et on voit comme une chape un peu grise. Bon, bah là, clairement, c'est pas évident. Alors l'urbanisme, si on était peut-être intervenu et travaillé en collaboration, hein, c'est toujours le mot important, c'est la collaboration. Et de plus en plus, je pense que on se dirige vers ça, c'est travailler, voilà, mettre nos ressources en commun pour justement le bien-être des personnes. Et puis oui, les marchés publics comme, je sais pas moi, Bouygues ou des gens comme ça serait bien. Après, beaucoup de personnes qui ont cette sensibilité qui est de plus en plus là, même si ils ne savent pas réellement ce que c'est la géobiologie, mais par contre, ils prennent soin d'eux. Ils vont voir un acupuncteur, des thérapeutes. Donc, ils ont quand même une vision qu'il n'y a pas que le corps physique, de prendre les médicaments voilà, ils ont une vision plus large en fait de l'énergie au niveau de leur corps, et donc forcément, ils ont entendu parler et ils sont sensibilisés à ça aussi. Donc du coup, je dirais que c'est plus le particulier qui va faire appel avant la construction, par exemple, qu'à un terrain, avant la construction, pendant, parce que le géobiologue, il peut intervenir à toutes les étapes. Même une fois que voilà, c'est fait, bon bah c'est fait, on va pas faire déménager. Moi je fais pas casser des cloisons, je fais voilà, je dis pas donc tout est corrigeable, donc on fait avec. Mais c'est sûr que c'est mieux de faire en amont. Hein, c'est comme tout, hein, c'est voilà, en énergie. Mais oui, après ça serait bien que ça se démocratise, enfin voilà, que ça se démocratise et puis que ça soit de plus en plus reconnu. Est-ce qu'il y a d'autres pays en fait qui sont un peu plus en avance entre guillemets, qui ont déjà mis en place Alors tous les pays du Nord, les pays du Nord, l'Australie, excusez-moi, ça me chatouille, l'Australie, les pays du Nord, la Suisse. Et puis voilà, eux, ils sont déjà bien. Et puis bah, les grandes entreprises. Le siège social de Chanel à Paris, Sephora. Là, voilà, parce qu'ils font appel, ils font tout. Ils font la géobiologie, mais font appel à des maîtres en fait feng shui. Donc du coup, British Airways, enfin bon, les grosses entreprises, elles savent. Donc du coup, elles choisissent pas n'importe quoi comme terrain, comme orientation. Hein, et du coup, c'est la symbolique, en fait, là où vous regardez où s'implante un Sephora, c'est toujours hyper bon pour eux en feng shui au niveau du business. Hein, mais ça, c'est... Voilà. Et il n'y a qu'à regarder l'avenue des Champs-Élysées. Moi, j'adore toujours prendre cet exemple-là parce que c'est exactement ça. D'un côté, il y a tout le yin, tout le féminin, donc les parfums, les bijoux, les boutiques. Et puis de l'autre côté, c'est tout ce qui est feu, tout ce qui est yang, c'est les restos et les showrooms de bagnoles et de foot.
Voilà. Donc du coup, et clairement, énergétiquement et dans le positionnement du yin et du yang, l'avenue des Champs-Élysées, elle est super pour faire la démonstration Feng Shui. Donc voilà, sauf Citroën qui s'est un peu embourbé dans le bas, là, on ne sait pas pourquoi, lui, il a choisi l'autre côté. Enfin, il me semble que c'est Citroën, mais lui, il n'y avait plus de place de l'autre côté, peut-être. Donc du coup, oui, en fait, et ben, les grandes entreprises qui ont besoin en fait de rassembler, de mobiliser toute leur puissance, toute leur force, elles ne vont pas s'implanter n'importe où. Voilà. Donc ça, voilà, c'est aussi intéressant voilà, à regarder. Ouais, ouais, ouais. Donc du coup, je ne sais plus où j'en étais, j'ai dû perdre le fil. J'en étais... Ouais, voilà, le plus difficile, les ondes électromagnétiques. Donc du coup, oui, je vais juste rebondir pour terminer. Moi, j'ai exercé pendant 10 ans en fait sur Paris mon métier d'architecte avec la géobiologie et le feng shui, pour ensuite me consacrer uniquement à la géobiologie, au feng shui et aux soins énergétiques en cabinet. Donc je reçois individuellement, plus qu'après, voilà, on n'est plus dans la même énergie. Et moi, il me semblait comme une évidence que j'avais terminé mon chemin par rapport à l'architecture. Hein, puis on fait souvent l'analogie, hein, géobiologie, feng shui, l'analogie de sa maison avec soi, son intérieur et son intérieur. Hein, donc ça, c'est hyper important, c'est-à-dire que même en géobiologie, quand on dit « Ah bah oui, mais j'avais pas le choix, moi j'ai choisi cette maison-là, je m'y sens pas bien, mais voilà, j'avais pas le choix », bah si, en fait, on est attiré, où les gens ils disent « Ah bah j'ai eu le coup de cœur, c'était une évidence pour moi, la maison, mais alors depuis que j'y suis, je suis pas très bien ». Mais parce qu'on est venu vivre aussi des choses. Autant il y a une résonance, un coup de cœur qui va se faire avec une personne, et pour le lieu, ça va être la même chose. Mais qu'est-ce que ce lieu-là, il vient me faire vivre? On parlait tout à l'heure, je disais les maisons à maladie ou les maisons à divorce. Bon, terme un peu générique, mais oui, ouais, effectivement, peut-être que cette maison-là, elle va me permettre de me réveiller parce que dans la douleur, entre guillemets, hein, ça c'est encore un jugement, le bien, le mal, mais bon, il n'y a pas forcément de dualité, c'est une expérience qui m'est présentée, j'ai aménagé dans cette maison-là, ok, bon, sur le moment, ça me fait un peu, voilà, effectivement, si ça m'a amené à divorcer, mais des fois les personnes me disent, mais si j'avais jamais eu cette maladie, ou si j'avais jamais divorcé, j'aurais pas fait ça, je serais pas épanouie, je serais pas ceci, je serais pas cela. Donc finalement, une maison, elle vient pour quelque chose, c'est une interaction. On va rentrer en résonance avec une personne qui vibre, on va dire haut, qui va visiter une maison. Elle va pas du tout rentrer en résonance, peut-être avec une maison qui va vibrer un tout petit peu plus bas, parce qu'elle n'a rien à y faire. Et la maison, elle ne l'appelle pas du tout, parce qu'en fait, déjà, la maison, elle ne veut pas de ces personnes-là, parce que des fois aussi, il y a ça, la maison, elle décide d'accueillir ou pas certains habitants, mais comme les habitants, des fois, ils forcent un peu, si, on va y aller avec le mental, mais qui fait que les gens, ils n'arrivent même pas du tout à investir leur maison. C'est-à-dire qu'ils sont toujours à l'extérieur, mais ils ne sont jamais dans leur maison. La maison, elle les expulse. Donc, ils vivent toujours à l'extérieur. Ça parle à quelqu'un? Non, oui, voilà. Et ils font plein de trucs, ils sont toujours à l'extérieur, mais ils ne sont jamais chez eux. Ils ne peuvent même pas s'y poser. Donc, voilà. Et puis après, il y a l'inverse, c'est-à-dire les maisons qui sont vraiment absorbantes, qui vont venir plomber, comme on dit, ou charger la personne, et la personne, elle ne sort plus de chez elle, elle est étouffée, et puis elle ne peut plus rien faire. Voilà, ça parle aussi. Non, bon, puis il y a les maisons où ça va, ça s'équilibre, tout va bien. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui veulent réagir par rapport à ce qu'on peut constater dans son ressenti à soi, de par vos déménagements, emménagements, vécus? Qu'il y a des maisons où tout de suite, on sent beaucoup plus léger, on va être dynamique, on va être dans l'action, on va faire plein de choses, on va faire plein de projets. Puis des maisons, j'ai pas forcément choisi. Alors après, ça peut être le conjoint qui choisit plus, ou des fois, on a ce cas de figure-là. Hein. C'est aussi, ça résonne pas sur la même fréquence entre le couple. Du coup, puis de se dire, depuis que je suis là, moi...
bah, je fais plus rien, j'ai plus goût à rien, limite je déprime. Voilà. Bah, alors surtout en Charente-Maritime. Bon, moi je ne suis pas originaire de la Charente-Maritime, mais quand je suis arrivée, il y a une information que j'ai captée comme ça, parce qu'à l'époque j'avais encore la télé, et j'ai vu que c'était quand même le plus grand département consommateur d'antidépresseurs. Et je me suis dit, bah, après Paris, enfin avant Paris, ouais, enfin, c'est pas pour dire que les Parisiens sont déprimés, hein, loin de moi cette idée. J'y ai vécu 10 ans et ça s'est très bien passé. Mais je me dis, bah, c'est quand même bizarre. Et moi, donc voilà, il a fallu que j'aille quand même un peu chercher. Et en fait, l'évidence, ça m'est tombé dessus, mais oui, construction pratiquement tout le temps sous la flotte. Marais, marais remblayés, marais asséchés, l'eau stagnante. La mer, super, ça génère des ions donc négatifs qui sont positifs pour l'homme, mais les marais, l'eau stagnante, toutes les nappes qu'il y a en dessous, en fait, ça crée, et l'eau, je vais juste sortir un petit peu et reprendre ma casquette d'énergéticienne en soins énergétiques. L'eau, c'est associé au rein et c'est associé à l'émotionnel. Et donc, du coup, l'eau, pour les personnes qui vont rentrer en résonance avec cette eau stagnante, ces marais asséchés, remblayés, ça peut vraiment être le facteur en fait de dépression, enfin dépression, déprime, plutôt dans ce sens-là. Hein, donc voilà, donc ici autant dire que bon bah il y a du travail et que les constructeurs, pour revenir à ta question, le savent, parce que moi je suis allée faire une géobiologie chez un constructeur public qui est du côté voilà la sortie, donc j'ai fait ses bureaux. Et puis, il me dit, je lui explique donc l'eau, tout ça. Il me dit, ah bah ouais. Il me dit, bah moi je pense à un immeuble qu'on est en train de construire à Tadon. Et bah on pompe. C'est-à-dire que pour faire les fondations, tout ça, ils pompent. Et bah une fois que tout le béton sera bien colmaté, bien mis, ils vont lever. Mais c'est quand même de l'eau. C'est construit sur l'eau. Donc les personnes, forcément, l'eau, une des perturbations naturelles, en fait, c'est très simple. Pourquoi c'est nocif en fait? C'est que ça crée une rupture de champ au niveau de la croûte terrestre. Donc, on va imaginer, bah, je peux même mettre une partie d'un plan d'une maison. Vous avez une première berge, une deuxième berge. Vous êtes d'accord? Ça, c'est l'eau. Là, si je prenais mes baguettes de détection, là, il y a une rupture du champ magnétique. Puisqu'il y a une rupture du sol, pardon, de nature de sol. Donc première berge, deuxième berge, à ce niveau-là, donc au niveau de la veine d'eau, de cours d'eau, c'est une émanation. C'est l'émanation qui est nocive, hein, c'est pas l'eau en elle-même, c'est l'émanation, puisque ça va créer en fait une émanation microélectrique qui est mesurable, vérifiable avec tout un tas de scientifiques qui ont fait plein de mesures pour évidemment que je puisse vous transmettre ce que je sais aujourd'hui. Et puis de toute façon, avec les baguettes, ça se vérifie, hein, puisque le corps humain est un émetteur-récepteur. On est un pendule vivant, donc on n'a pas besoin de ça. Sauf que bon, bah, comme on se met un peu le doute et que le mental vient là-dedans, puis qu'on n'a pas trop confiance en soi, et ben, on a besoin d'une extension pour se dire bon, bah voilà, ça se croise, donc c'est qu'il se passe quelque chose. Bah oui, mes baguettes, mon pendule, ils vont être des amplificateurs de mon ressenti au niveau de mes cellules. Il y a une rupture du champ, pof, ça se croise. Première berge, ça va se réouvrir, et à la deuxième berge, ça va se recroiser. Pourquoi? Parce que ce que j'ai mis en tête dans ma convention, c'est que je cherche de l'eau nocive. Rupture du champ magnétique, émanation microélectrique à la surface. Mes baguettes se croisent. Émanation microélectrique au niveau des berges d'eau, mais les failles, on va dire que c'est pareil, et les réseaux Hartmann, c'est pareil. Tout ça, c'est des échanges électromagnétiques, donc du coup, il y a de l'électricité, il y a du magnétisme, et ça va faire que mon corps, mes cellules, elles vont rentrer en résonance, elles vont ressentir en fait ces micro-courants électriques. Et du coup, si je reste longtemps je sais pas, on va dire que mon lit, ma chambre, elle est où? Voilà, elle est là. Donc mon lit, je suis sur la berge d'eau. Bon, au bout d'un mois, bon, hein,
2 mois, 3 mois, à force de stagner sur des émanations microélectriques, et bah, là, je vais employer un truc un peu énorme, mais au moins ça va marquer. C'est comme si vous étiez dans un four à micro-ondes. Agitation cellulaire. Bah oui, les frictions, ça va rentrer en résonance avec les cellules et donc créer disharmonie, parce que les cellules, elles sont agitées, disharmonie, pathologie, problématiques énergétiques, pathologie, etc., etc. Voilà. Donc, l'influence des perturbations naturelles, que ce soit les réseaux Hartmann, Curie, je ne vais pas faire un cours parce que vous n'êtes pas en formation de géobiologie et savoir qu'il y a des réseaux, en fait c'est un maillage comme une résille qui est autour de la Terre avec des bandes plus ou moins larges, des orientations, nord-sud, est-ouest, alors cardinal, semi-cardinal. Et en fait, ce sont des échanges qui montent de la Terre, du centre de la Terre, vers le ciel. Et du coup, l'humain est traversé, nos habitations sont traversées par ces résilles, on va dire, par ce réseau électromagnétique qui est en reliance avec différents métaux. Donc, tout à l'heure, je parlais d'Hartmann, Curie. Pour votre information personnelle, c'est ceux qui sont les plus mesurables facilement, parce que le réseau Hartmann, déjà, il y en a dans toutes les maisons. Il est espacé de 2 mètres, 2 mètres 50 dans la vraie vie idéale, mais c'est pas du tout comme ça. Voilà, ils sont plutôt perturbés. Et c'est en reliance avec le nickel, le fer. Parce que toute la Terre, en fait, elle est vivante, elle est en fusion. Donc, on a tous les réseaux énergétiques. Il y a le palme, il y a le cuivre, va y avoir tous les oligosols, l'argent, le silicium, le manganèse. Tout ça, c'est des réseaux, en fait, de mailles différentes énergétiques. Et ces réseaux peuvent être perturbés par les ondes électromagnétiques? Encore plus. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que là, on prend les perturbations naturelles et puis par-dessus, on va nous mettre des choses de l'humain, d'invention. Et du coup, ça va être amplificateur. Donc, ça va venir amplifier. Et surtout, les réseaux sont très sensibles à l'électricité et aux ondes, alors basses et hautes fréquences. Donc, du coup, ça les dédouble, ça les distorsionne, ouais, voilà. Voilà. Et donc, ça les évase, parce qu'on peut se rendre compte aussi, moi, quand j'étais à Paris, par exemple, si j'interviens sur un appartement qui est au 2e étage, je prends l'appartement qui est au 13e, il a la même chose, sauf que c'est beaucoup plus perturbé. Plus on est proche de la Terre, plus on va retrouver, on va dire, le maillage dans l'idéal, sauf qu'il n'y a pas de... souvent, vous pourrez retrouver sur Internet ou dans les bouquins, c'est espacé de 2 mètres, 2 mètres 50, c'est une largeur de 21 cm. Bon, ça, maintenant, voilà, c'est plus trop comme ça. Est-ce que les sites religieux tenaient compte de ce genre de choses? Ah oui, complètement, la géométrie sacrée, mon truc de prédilection. Oui, ouais, oui, complètement. Oui. Même les églises avaient... Les églises, tous les lieux sacrés, on appelle ça la géométrie sacrée, mais tous les lieux sacrés, en fait, travaillaient avec les réseaux, les veines d'eau et les réseaux électromagnétiques. Excusez-moi, je ne comprends pas pourquoi plus on monte dans les étages, je n'ai pas bien saisi pourquoi c'est... Plus on va être proche de la Terre, plus le maillage, on va dire, il va respecter un quadrillage naturel. Et après, si tu veux, tu as la construction. Donc on va avoir le béton, le ferraillage béton, les cloisons métalliques, placoprate, les interférences dans la construction. Ce que l'humain, tu vois, il ramène. Les câbles électriques, faut savoir que voilà, ça crée vraiment un électrosmog, on est vraiment dans un champ, un bain. Voilà. Mais alors à Venise, ils sont tous déprimés alors, parce que ils sont carrément eux sur l'eau. Ils sont tous déprimés, je pense pas que ça soit la même énergie. Alors je suis pas allée à Venise. Bon, ça va peut-être venir un jour, mais donc je ne pourrais pas parler de... Mais pour moi, c'est une eau qui circule. Ça circule.
Ouais. Oui, mais c'est quand même sur des marais. Enfin, c'est sur des marais, il y a la aussi, lagune et non? puis je pense qu'il y a des... C'est pas des marais asséchés, ni des marais remblayés, ni. Mais alors, si c'est asséché, il n'y a plus d'eau. Mais il y a la mémoire. Normalement, voilà, il y a la mémoire. Ça devrait être. C'est stagnant. Voilà. Et tout endroit où il y a de l'eau, pardon, pas de l'énergie, mais de l'eau, enfin de l'énergie aussi, hein, parce que ça fait de l'énergie stagnante, de l'eau stagnante, en fait, c'est de l'énergie stagnante. Il n'y a rien qui est en mouvement. C'est pas dans le flux de la vie, hein, tout simplement. Ouais. Contrairement aux maisons qui sont en bord de mer. Bon, alors après, il y a une autre problématique, c'est que là, ça énerve. Parce que quand ça va trop, quand c'est trop, voilà, les grandes marées, les tout ça, les ceci, les gens maintenant, en plus, ils mettent plein de grandes baies vitrées parce qu'ils veulent voir une super vue puisqu'ils ont payé la leur maison, donc autant en profiter. Et bah, du coup, ça crée la lumière. Toutes les baies vitrées, c'est la lumière. En fait, c'est là, le mental. Donc, grande baie vitrée, si vous êtes trop dans le mental, on referme un peu de fenêtres, ça ira mieux. Ouais. Les anciens, de toute façon, ils savaient. Déjà, les anciens, ils prenaient les matériaux de construction qui étaient que dans la région. En Bretagne, on faisait petites ouvertures, granit pour absorber l'eau. Il y a le radon, ouais, aussi. Bon. Et voilà, on ne faisait pas ces grandes maisons en pointe comme ça, avec des grandes baies vitrées, parce qu'en fait, l'énergie, les baies vitrées, c'est la lumière, c'est les yeux, c'est tout ce qui va travailler de là-haut. Voilà. Moi, je pensais que c'était lié au paiement de l'ouverture. Au quoi? Dans le temps, on payait pour l'ouverture. Oui, ouais. Mais tu remarqueras que les ouvertures, elles n'étaient pas côté mer. En Bretagne, dans les petites, dans les constructions en bord de mer. Ça fait une entrée avec le vent de l'ouest aussi. Voilà, hein, donc tout était régi par les éléments. Du coup, on faisait plus du tout. Maintenant, on a des constructions que tu sois, je sais pas moi, dans le Pays Basque ou en Bretagne, les matériaux ils voyagent. Donc du coup, il y a plus, il y avait un intérêt. Si on faisait des constructions bois ou autres, il y avait vraiment un intérêt par rapport à l'environnement en fait, et ça avait un impact. Et pour rebondir, et donc les anciens, en fait, ils savaient. Et le principe de la géométrie sacrée, c'est ça, c'est que tous les lieux de culte, en fait, ils sont construits suivant une circulation énergétique. Ils utilisent les réseaux, ils utilisent les veines d'eau, c'est-à-dire qu'un lieu de culte, je vais prendre par exemple une église. Voilà, ça sort un petit peu du cadre, mais une église, avant, on rentrait toujours par la grande porte. Maintenant, on rentre par la petite porte. Donc, elle ne fait plus office de. Et souvent, l'autel est déplacé. Donc, du coup, il n'y a plus personne dans les églises, mais après, il faut se poser des questions. Du coup, avant, donc on rentrait dans la grande porte, il y avait en fait ce qu'on appelle un point de décharge qui était créé par les perturbations naturelles. Hein, c'est-à-dire qu'on prenait un réseau Hartmann, un cours d'eau, un croisement, pof, pouf. La personne, automatiquement, elle passait dessus pour entrer dans l'église, et là, elle commençait déjà à être déchargée, à être nettoyée énergétiquement. Et après, il y avait tout un circuit qui était fait dans le sens pour qu'elle soit à la fin rechargée. Mais maintenant, on ne rentre plus par la bonne porte, l'autel il est déplacé, donc le curé, il ne reçoit plus du tout l'énergie, le point d'énergie qui rentre par là, hein, au niveau de la vertèbre, qui était relié au cosmique, au cosmos, au divin, aux énergies spirituelles. Lui, je sais pas, l'autel il est je sais pas où, et donc du coup il n'est plus du tout dans cette colonne en fait de lumière qui était créée pour lui à la base pour qu'il rayonne comment on appelle les fidèles, voilà, merci, aux fidèles. Donc voilà, donc du coup, les églises, tous les lieux de culte, hein, en fait, hein, ils sont basés sur ces réseaux, avec des réseaux aussi énergétiques, hein, puisqu'il y a des lignes on appelle ça des ley lines, en fait, qui rejoignent tous les sites sacrés, par exemple, on va dire par exemple la ligne Saint-Michel, ça rejoint, c'est une ligne qui est énergétiquement en reliance avec tous les Saint-Michel. Au mont Saint-Michel, au mont, je crois que ça va même jusqu'au mont Carmel, voilà, ça crée une ligne en fait, et qui passe dans tous les Saint-Michel, et donc c'est assez puissant.
Et du coup, les grandes fenêtres et la lumière, c'est pas bon? Bah, c'est bon, mais pas trop. Enfin, faut pas que ça soit. Si c'est déjà des personnes qui sont dans le mental, qui cogitent énormément, elles vont recevoir que l'énergie de la lumière, l'énergie yang en fait, hein, de- qui est en reliance avec quand même le mental. Grandes ouvertures. Hein, en Feng Shui, on fait l'analogie entre la maison et l'humain, et les fenêtres, c'est les yeux. Hein, c'est tout, donc c'est aussi la glande pinéale, hein, qui régit quand même les phases et les cycles de sommeil et de réveil. Donc du coup, quand on reçoit toujours la lumière, mais de toute façon, enfin, tout est relié. Hein. Si on fait de l'ordinateur, du téléphone tard dans le soir, en fait, ça stimule tellement la glande. Donc ça, c'est de la lumière aussi. Hein. On n'arrive plus à rentrer dans ce cycle de sommeil, de repos. Bah, la lumière, c'est la même chose. Les grandes baies vitrées, c'est la même chose. Ça crée un déséquilibre. Donc, moi encore, là, je dis, en géobiologie, en Feng Shui, si tout va bien, on change rien. Voilà, mais s'il y a un petit si jamais ça commence voilà, à se dérégler et que surtout on le ressent, moi je voudrais, enfin après je pars un peu peut-être dans tous les sens, mais ce soir ce que je voudrais surtout transmettre, c'est de revenir à son ressenti, reprendre son ressenti, allez, son pouvoir. On parle beaucoup de pouvoir, mais le pouvoir créateur, c'est de dire mais revenez à votre ressenti, parce qu'on a tout en soi. Tout, on a tout en nous. La seule chose, c'est qu'on s'est un peu coupé, ou de par l'éducation ou autre, on s'est coupé en fait de notre ressenti, c'est-à-dire le corps avec notre environnement. Qu'est-ce que mon corps il me dit? De quoi il m'informe? Parce que quand on est dans un lieu, tout le monde reçoit l'information. Quand on ne se sent pas bien, on n'y reste pas. Ou je ne sais pas, est-ce que vous avez des amis, par exemple, quand ils viennent chez vous, vous avez un super salon, une super salle à manger, bah non, ils sont tous agglutinés dans la cuisine en train de boire l'apéro autour du... Enfin, je sais, voilà, et ils restent là. Ou je sais pas, un autre endroit, hein, mais souvent, en fait, c'est un bon indicateur, c'est-à-dire qu'on peut avoir le plus beau salon esthétiquement redécoré et autres, mais en fait, personne va s'y mettre. Et tout le monde, c'est beaucoup plus convivial d'être tous dans la cuisine. Pourquoi? C'est-à-dire qu'il y a forcément quelque chose qui fait que... Et donc, du coup, bah, vous devez le ressentir. On se dit souvent, ah, bah, je n'ai pas un sommeil réparateur, je ne comprends pas, puis là, j'ai mal à la tête. Alors, souvent, on dit, ah, bah non, mais parce qu'on ne croit pas, en fait, à ce qu'on ressent. On se coupe de ça. On dit, oh, bah non, bah, ça doit être ci, bah non, ça doit être ça. Au travail, c'est pareil. Bah, oui, peut-être que c'est peut-être pas ça, mais c'est peut-être ça. Donc c'est toujours bien en fait d'avoir un regard et de pouvoir se dire bah oui, ça m'ouvre une autre perception en fait de mon environnement sur moi, ou de moi avec mon environnement, comment j'interagis aussi avec lui, et me dire bah voilà, d'arriver chez moi avec un autre regard ou un autre œil, et de s'écouter peut-être plus. J'ai l'impression que j'ai du mal à y rester. En fait. Alors j'y reste quand je suis forcément, j'ai une maladie ou une opération parce que je ne peux pas faire autrement. Mais sinon, j'ai besoin de sortir. Oui, et puis après, il y a des lieux qui amènent plus, suivant les étapes de la vie dans lesquelles on se trouve. On rentre en résonance avec ce lieu-là parce que, en fait, ce lieu-là, il va m'amener à être plus dans l'action, dans me tourner vers les autres. Et parce que à ce moment-là, j'ai besoin de ça. Après, il y a des appartements qu'on choisit qui sont un petit peu plus sombres, un petit peu plus dans une énergie yin, donc qui vont être plus apparentés à un lieu de repos, de calme. On va plus y rester, on va être moins dans l'action. Ça dépend en plus de l'étape de vie dans laquelle on se trouve. On n'a pas toujours besoin de mobiliser la même énergie. Et puis des fois, on le voit bien, on se dit ah bah non, je ne sais pas pourquoi cette couleur, j'avais choisi ça comme peinture, j'adorais. Et puis après, on peut plus. Et bah, il est temps de repeindre, il est temps de remettre en fait une autre énergie, parce qu'on doit avoir certainement besoin de cette énergie-là à un moment donné ou à un autre. Tout n'est pas muable, figé dans le temps, et c'est pareil pour la maison. Après, c'est sûr que quand on achète, c'est déjà bon, et encore, mais ça fixe plus les personnes, mais souvent, et peut-être que voilà, l'appartement, enfin la maison, elle te permet en fait à un moment donné dans une étape de vie d'être plus à l'extérieur. Oui, c'est ça, mais voilà, je me suis dit, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est autre chose?
Ah, ouais, ça c'est la grande question la géobiologie, du monde invisible. Est-ce que c'est ça ou c'est autre chose? Non, mais, ouais. Ou est-ce que c'est parce qu'il y a quelque chose dans cet appareil Oui, bah oui, ouais. que... Oui, après, il peut y avoir plein de choses. Ouais. Mm. Ouais. Et souvent, ce qui est bien, c'est de voir son lieu, en fait, d'un œil. C'est pas d'un œil, mais d'un ressenti, en fait. Voilà, différent, c'est de se dire, bah, c'est bizarre, mais c'est vrai quand même que depuis que je suis arrivée ici, bah, il s'est passé ça. Alors, des fois, il y a des trucs un peu en chaîne, qui sont pas forcément sur des bonnes vibrations. Ou alors, bah, je suis plus fatiguée. Voilà, j'ai plus de douleurs dans les reins ou des choses, voilà, comme ça. Et c'est assez dans les, allez, on va dire, ça peut être rapide, hein, 3 mois, 3 semaines, 3 mois, 1 an, hein, quand on déménage. Donc, en fait, il faut être nomade, hein, c'est mieux. Oui, Ou faire la géobiologie de son lieu dans la maison. On n'avait peut-être pas les mêmes pathologies, le fait de changer d'endroit. Bah, disons qu'en fait, ouais, mais c'est pas faux, hein, parce que, c'est-à-dire pas forcément du côté nomadisme, mais en fait les gens changeaient souvent de leur fonction ou dans un même lieu, en fait, suivant les saisons, parce qu'on n'est pas dans la même énergie. Hein, là, on va arriver dans l'énergie du bois, l'énergie du printemps, donc on a besoin de mobiliser et on a envie d'une autre énergie dans son lieu que quand on est en hiver, où on a besoin d'être plus en mode retour à soi, repos. Et ben, en fonction en fait des saisons, on peut rien n'est figé, on peut changer, décider, bah ma chambre elle est là, bah non, du coup maintenant elle va être là, de repeindre, de changer en fait, hein, sans forcément avoir comme un escargot sa maison sur le dos ou parler du nomadisme, mais c'est vraiment ne pas rester figé dans sa maison et enfermé dans ses couleurs ou dans sa pièce parce qu'on a décidé qu'elle avait cette fonction-là, bah oui, bah. Et bon, alors voilà, pour la chambre ou pour le bureau, des choses qui sont facilement transposables, mais de toute façon, on le voit. L'énergie du printemps, on a souvent envie de changer la déco. On dit le grand ménage de printemps, on a souvent envie de redonner une impulse en fait au lieu. Que ce soit dans la déco, la peinture, plein de choses. On change les fonctions aussi des pièces. Ouais. Mm. Donc, je ne sais plus quelle était la question du départ, mais il n'y avait pas de question. Non. Alors moi, je suis très bien dans mon appart, mais par contre, c'est vrai que je ne bouge plus, quoi. Enfin, je sors vachement moins. Voilà. Alors moi, je dirais à partir du moment où est-ce que c'est un problème, entre guillemets, parce que si c'est vécu en disant bah, que ça peut être une étape de vie salutaire, il y a des moments où on a besoin d'être plus dans l'introspection ou de faire un retour à soi, et si la maison s'y prête et qu'elle te propose ça, bah, peut-être que c'est juste une étape. À partir du moment où c'est dérangeant, où tu dis bah non, bah moi j'ai pas envie. Une pompe de l'énergie et vraiment de la motivation, quoi. Ouais. Et là, je vais déménager, mais plus ça va, plus je m'attache au lieu, alors qu'avant, pas forcément. D'accord. C'est bizarre, quoi. Je me sens un peu vraiment bien attachée et en même temps, je sais que ça me bouffe un peu la vie. Bah, de toute façon, il y a l'interaction. Si tu sors moins, ça veut dire que la maison, elle chapote un peu comme ça, donc elle est comme un enfermement, c'est peut-être un peu trop fort, mais je veux dire, elle te contient, voilà, elle contient la maison. Donc du coup, bah, partir de la maison, on crée en fait les liens. Le lien d'attachement, il est aussi au lieu. Hein. On a le lien d'attachement avec les personnes, mais le lieu. Et en fait, quand c'est des maisons, des fois, il y a des personnes où je le ressens, les gens disent, bah, je vais déménager, mais en fait, c'est à partir du moment où le choix il est fait qu'il y a un lien qui se crée avec la maison, comme si c'était vraiment une personne, hein, en disant, bah, ça me fait un petit quelque chose de quitter le lieu. Oui, mais tout à l'heure, tu parlais qu'il y a des fois, il y avait des maisons qui avaient des emprises, et en fait, moi, c'était plus ça, à la limite, que je ressentais. Oui. Bah oui, qui contient ou qui étouffe ou qui charge. Alors effectivement, après là, on arrive plutôt donc aux perturbations subtiles. Hein. Je fais un truc un peu décousu, mais voilà, on abordera tout. La mémoire des lieux, la mémoire des objets
Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que la géobiologie va permettre aussi d'avoir cette information-là. Ça veut dire qu'est-ce que le lieu il a vécu avant. Qu'est-ce qui s'y est passé? Qu'est-ce que les habitants ils ont laissé sur ce lieu-là? Si c'est déjà une maison qui a été habitée ou avec des prédécesseurs. Et qu'est-ce qu'il comporte? Alors moi j'aime bien dire, il y a la maison puis il y a le lieu. Parce que des fois on me dit, ah ben oui mais c'est un lotissement, c'est une construction neuve, c'est pas possible, il n'y a pas d'entité. Bon déjà ça non. Mais qu'est-ce que le lieu, le terrain? Sur le terrain, il y a eu, il n'est pas vierge, il s'est passé des choses. Et forcément un lieu peut contenir beaucoup d'informations. Après, on y construit voilà, la maison. Et il peut y avoir la mémoire. Et la mémoire, ce n'est pas que du côté énergétique, mais les ouvriers, par exemple, quand ils ont construit la maison, quelle énergie ils ont mis dedans. Si je sais pas moi, le maçon ou le plombier, il s'est disputé avec sa femme le matin, il arrive pour se défouler sur le... Quelle énergie il va y mettre? Quelles sont ses intentions? Qu'est-ce qu'il va y mettre? Qu'est-ce qu'il va y poser? Tout ça, en fait, ça va être des miasmes énergétiques qu'on peut ressentir quand c'est un peu bien cristallisé. Les personnes qui sont sensibles, elles arrivent sur un lieu, elles peuvent savoir s'il y a eu une dispute entre deux personnes ou quand vous arrivez chez des amis, s'ils se sont disputés avant ou si c'était la fête et les éclats de rire. C'est pas du tout la même énergie quand on arrive dans le lieu, dans le ressenti. On peut tout de suite capter, sans qu'il y ait de dispute, même une personne, comme ça, en face à face, si la personne avant, elle a eu une montée émotionnelle où il y a quelque chose, ça reste informé, ça reste engrammé, et ça, on a en fait l'information. Donc du coup, hyper important, ouvriers qui viennent faire des choses, ou quand on fait construire sa maison, qu'ils aient voilà, une hygiène, on va dire, énergétique aussi. Et puis la mémoire en fait de ce qui s'y est passé, donc du lieu, qu'est-ce que le lieu a vécu avant. Et puis il y a des maisons voilà, où il s'y est passé des choses, c'est pas très, c'est pas très joyeux. Donc du coup, tout ce nettoyage-là énergétique, il va être important en fait parce que l'énergie, elle va rester engrammée. On appelle ça voilà, soit les miasmes, les égrégores, les formes pensées. Et puis il y a nous aussi. Qu'est-ce qu'on y met dans notre maison? Quand je rentre chez moi, est-ce que voilà, je fais attention à envoyer, à rayonner quelque chose dans ma maison qui va faire que autant le lieu, il peut avoir la mémoire de quelque chose de pas très sympa, mais autant je peux transmuter aussi en envoyant quelque chose de plutôt positif, de plutôt joyeux, puisque comme tout est vibration et tout est énergie, si rien que le fait par intention et en pensée, j'envoie de l'amour ou j'envoie de la joie à la maison, ça va pas être la même chose que si je rentre, que c'est la course, que je crie partout parce que c'est mal rangé, et puis que et puis que moi je suis cristallisée ou je suis crispée et que je crie partout dans la maison, par exemple. Donc c'est pour ça que j'aime bien moi faire le lien entre en fait l'homme et les habitants et la géobiologie, c'est-à-dire que même après quand on a fait une géobiologie, c'est de transmettre un minima que les personnes elles se réconcilient aussi avec le lieu, parce que des fois quand les personnes elles ont vécu des choses qui sont pas faciles dans un lieu, elles vont avoir tendance à rejeter la maison ou en tout cas accuser la maison. Ce qui peut, des fois on peut être en colère contre son lieu, en disant je ne l'ai pas choisi, et puis moi, et puis mais du coup, en fait, il n'y a pas de... Ça ne peut pas rentrer en résonance, tout part du rayonnement. Donc si on fait une géobiologie, on monte le taux vibratoire du lieu, on le met dans sa rayonnance et son équilibre à son plein potentiel, mais si la personne... les habitants, en fait, il n'y a pas un travail, il n'y a pas une hygiène énergétique aussi, au bout d'un moment, allez hop, c'est reparti, et on remet en fait de la mémoire, alors voilà, qui va être peut-être moindre que ce qu'il y avait, parce que des fois, c'est vrai qu'on arrive dans une maison, on est rentré en résonance, mais on vient peut-être aussi la guérir. C'est-à-dire qu'on rentre peut-être dans une maison tout en sachant que, bizarrement, la maison, en fait, ou ce qui est énergétiquement engrammé, va savoir qu'on va venir la guérir, la soigner. Moi, des fois, je fais des géobiologies où la personne, elle me dit je ne sais pas ce que vous faites, je ne sais pas pourquoi,
Mais il a fallu que je vous ai appelé parce que j'ai senti, donc allez-y, je ne veux même pas savoir ce que vous faites. Mais ça, c'est vraiment du travail de guérison. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont dans la maison, qui emmènent la personne à faire venir quelqu'un. Et alors concrètement, vous agissez comment sur quel... Je ressens qu'il y a une envie pressante. Et là, parce que comme on va tout aborder, on est un peu entre nous, parce qu'on est en petit comité, sauf qu'il y a une envie pressante de faire un passage d'âme, c'est-à-dire les entités qui sont dans les lieux. Là, je fais le passage d'âme, donc du coup, je vais travailler sur le naturel, le subtil, et après, les perturbations, on va dire artificielles, c'est-à-dire les pollutions électromagnétiques, les matériaux utilisés de construction, là, c'est pas forcément évident de tout corriger, voire même, mais il y a des choses qu'on peut mettre en place. De travailler avec des émetteurs radioniques, alors ça, c'est des choses c'est comme les ondes de forme, ça émet quelque chose, donc on va dire que ça fait barrière, j'aime pas, protection, j'aime pas comme mot, mais je trouve pas forcément mieux parce que oui, pas d'un instrument. Non, moi je vends pas d'instruments. Je mets juste par exemple, les émetteurs radioniques, c'est les ondes de forme, c'est les solides de Platon, c'est le labyrinthe de Chartres, la croix égyptienne. Tout ça, ça émet en fait des ondes qui vont rentrer en résonance avec les autres ondes et qui peuvent venir corriger. Vous avez constaté d'un effet, par exemple, on va parler de ça, Linky qui a un gros problème. Comment contrer ça, justement, si on n'arrive pas à éviter Linky oui, disons que après, c'est une vraie antenne relais. Bon, alors si avec ça, voilà. Ouais. Je dirais en fait que l'homme a quand même la faculté de s'adapter. Après, moi, je pars du principe que pour tout ce qui est antenne relais, moi, je l'ai vu parce que je suis intervenue, j'interviens chez des agriculteurs qui ont des exploitations. Et donc, du coup, on a mis en place des choses énergétiques qui ont fonctionné sur des chevrettes par rapport à une antenne qui a été augmentée en puissance. Donc moi je fais au cas par cas. En fait le truc c'est que ce qui m'est transmis en pollution électromagnétique, c'est vraiment quand je suis dans le lieu. Mais il y a des choses. Je dis pas que ça pérenne, ou il faut vous revenir? En règle générale c'est pérenne, sauf quand je disais il y a une construction d'immeubles à côté, ça a rebrassé les réseaux ou un changement, mais c'est pérenne. Après les pollutions électromagnétiques c'est quand même je dirais une perturbation qui est là, faut faire avec, faut pas moi je dirais l'hygiène en fait à faire c'est de mettre en vibration soi et la maison. Parce que c'est une question de fréquence et d'onde. Alors pas plus, moi si je suis en haute fréquence et que je rayonne comme si je me nourris bien, en fait, je vais donner à mon corps tout ce qui va pouvoir faire que je vais pouvoir faire barrière. Après, il y a des barrières énergétiques qu'on peut mettre en place quand on travaille en énergie sur des lieux. Et Linky, pour le moment, j'ai pas testé. Ouais. Ça m'a pas, j'ai pas eu l'expérience. Ouais, l'occasion. Mais par contre, je sais qu'avant, il y a des émetteurs radioniques qui fonctionnent très bien sur de la basse fréquence et moyenne haute fréquence. Donc du coup, après, pourquoi pas avec lui. Quand vous dites émetteurs radioniques, ouais, alors les émetteurs radioniques, c'est tout ce qui va être... j'avais un sac. Attends, oui. Moi, j'ai ma petite pochette. Qui est donc la croix de vie, des choses comme ça. Je ne sais pas si tout le monde voit. Voilà. Donc ça s'appelle émetteur radionique. Ça, c'est un amplificateur. Voilà. Donc, voilà, c'est ça. Il y a le Triskel, il y a plein de trucs. Et on peut travailler comme ça. Du coup, puisque ce qui est
la forme en fait du dessin, son symbole, là où il va être placé, comment il va être orienté, et parfois on peut donc justement travailler sur des plans à distance avec, va en fait ça va faire comme si ça allait annihiler en fait le côté réception des ondes, puisque là on parle des perturbations électromagnétiques, mais il peut y avoir plein d'émetteurs radioniques pour amplifier quelque chose, un travail qu'on a fait pour dynamiser, purifier. Voilà, il en existe de toutes sortes et c'est vraiment un bel outil et un outil de radiesthésie. On peut vraiment faire un travail de réconciliation, de libération en fait du lieu. Et après, je dirais que c'est un travail en fait de tout au quotidien. Enfin, déjà pour soi, comme une hygiène, on va dire corporelle, l'hygiène énergétique, elle est aussi à faire au quotidien pour soi et sa maison. C'est d'être assez à l'écoute en fait de son ressenti pour se dire ah bah tiens là comme par exemple dans notre corps où on sent qu'on a voilà accumulé des choses, où on a des émotions, on a besoin de libérer des choses, et bah des fois la maison aussi elle accumule des choses qu'on va pouvoir libérer. Donc c'est important d'agir sur les 3 plans. Même si l'artificiel, bon, je dirais une fois que la maison elle est faite. Après moi, en perturbation électromagnétique, ce que je conseille toujours, une fois que c'est fait, c'est au minima de faire installer des biorupteurs. Bon, alors déjà, pas d'électrifier un minima la maison. La chambre, encore plus, hein, donc pas de télé, pas de tout ça dans la chambre. Le moins de fils qui passent au niveau de la tête de lit pour les rémanences électromagnétiques, et de faire installer des biorupteurs, c'est-à-dire que directement au compteur, ça coupe l'information en fait de la demande électrique, et donc il n'y a plus de rémanence électromagnétique au niveau de notre, je sais pas, de notre lampe ou notre pas abat-jour, mais applique, pardon, ça va directement couper au compteur. Et ça, c'est efficace. Super, ah ouais. Alors le must, après, c'est le câblage blindé quand on fait une maison. Pour l'avoir retesté, c'est super. La maison, on sent vraiment énergétiquement qu'il s'est passé quelque chose, on va dire. Ouais. Mais après, déjà, les biorupteurs, c'est bien juste pour la chambre, parce que la chambre, en fait, c'est le lieu où on reste, allez, on va dire entre 6 et 8 heures. Donc, du coup, si on n'a pas un sommeil réparateur pour toutes les facultés du corps qui vont être mobilisés pour la journée, et ça va quand même impacter drôlement, et ça va commencer à en fait mettre le caillou dans la chaussure, en fait. Ça va aller une nuit, 2 nuits, 1 mois, 2 mois, et puis après ça va commencer à créer la disharmonie. Et après, on sait que la disharmonie énergétique, ça impacte le corps physique. Donc la chambre, c'est vraiment pour le bien-être, en fait. Alors déjà, l'entreprise, le bureau, ou là où vous travaillez, puisque si vous y restez 8 heures par jour, c'est quand même important d'être dans un environnement dénué de toutes les perturbations, voire en tout cas un maximum de perturbations. Et après, c'est la chambre. La chambre, en fait, le seul moment où on est allongé, là où on a tous nos chakras, en fait, en connexion entre le cosmique et le tellurique. Les chakras, c'est les roues d'énergie qui sont ouverts par l'avant et par l'arrière. Donc, du coup, c'est le seul moment de la journée où ces chakras-là, en fait, ils peuvent communiquer, libérer, enfin, ils font ce qu'ils ont à faire par rapport aux énergies de la nuit et les énergies de la journée. Donc, hyper important, la chambre. Donc, éviter le plus de perturbations. Les lits électriques, non. Le four à micro-ondes, on le jette. Qu'est-ce qu'il y a d'autre voilà, le biorupteur. Et puis voilà, tout ce qui est conducteur un peu d'électricité, mais bon, à peu près tous les matériaux sont conducteurs, mais voilà, de pas trop, de privilégier une ambiance en fait reposante et le moins électrifiée possible. Si on parle des pollutions électromagnétiques, parce que voilà, les pollutions électromagnétiques, on peut pas faire barrière à tout. C'est-à-dire, c'est d'arriver au point zéro ou au point neutre. Donc, en fait, moi, j'aime bien, quand je fais la bulle, c'est vraiment de rayonner, en fait, cette haute fréquence, de rayonner la lumière
de rayonner l'énergie haute, l'amour, parce que tout ça c'est la même fréquence, hein, lumière, amour, c'est les fréquences les plus hautes. Quand on rayonne ça dans tous nos corps énergétiques, comme je dis, on a un bon aura bien joufflu, du coup on est moins impacté. C'est pas pour ça, comme je dis quand je reçois les patients, je dis c'est pas pour ça que je prends pas l'information, ou que quand je vois quelqu'un, je ressens pas l'énergie ou l'émotion, s'il a une émotion de tristesse, mais je prends pas. C'est-à-dire que ça vient pas casse-croûter dans mon énergie et je fais pas éponge. Alors au bureau, voilà, moi je dirais faire la bulle. Alors quand on peut, si on est dans des pièces séparées, pas en open space, c'est faire ce que j'appelle, il y a les techniques de mur de lumière, parce que les perturbations naturelles, que j'ai pas dit, ce qui est génial, c'est que c'est comme un soin à la personne. C'est pour ça que j'ai appelé soin de l'être et du lieu, c'est-à-dire que toutes les émanations se déplacent. C'est-à-dire qu'on peut, par l'intention, ils obéissent à la pensée, les réseaux, on peut les déplacer, les émanations, et les fixer dans les murs. Donc du coup, après, on se retrouve avec des zones neutres. Et voilà. Et après, on le sent bien au niveau des baguettes. Moi, par exemple, je passe, baguette, pof, ça se croise. Je corrige, je repasse, les baguettes, elles ne bougent pas. Et puis après, on peut le ressentir au niveau de la main. C'est-à-dire que la pensée est une information. Elle met en forme. Mais on peut agir, en fait, énergétiquement sur, entre guillemets, le monde de l'invisible, puisqu'on est tout le temps en interaction avec le monde de l'invisible. Pour ceux qui ne voient pas, mais qui ressentent avec d'autres canaux, on a plein d'autres moyens de perception. Et donc, du coup, de poser l'intention, d'être dans une vibration, d'être aligné, avec plein d'outils assez ludiques et rapides, comme, je ne sais pas si des fois vous lisez dans les livres ou sur Internet, il y a ce qui s'appelle la tornade de lumière. Donc, la tornade de lumière, c'est pour faire des nettoyages énergétiques rapides du lieu. Donc, ça n'emmène pas les entités, les choses un peu lourdes, mais des fois, quand on arrive dans une chambre d'hôtel ou une location de vacances, on sent que, je ne sais pas, ici, il n'est pas passé des trucs très sympas avant. On se dit, si je dois rester là pendant une semaine, ça va être, si je suis moins bien que chez moi, ça va être un peu pas sympa. Et du coup, toutes ces techniques de visualisation, en fait, visualiser, c'est modifier en fait le champ énergétique d'un endroit, d'une personne ou de soi, et à commencer par soi. Et ça, tout le monde peut le faire. Essayez, c'est hyper intéressant. Vous pouvez visualiser en fait comme une tornade ou un tourbillon d'une lumière blanche qui va rentrer par votre habitation, par la porte ou par la fenêtre, et vous visualisez. Et là où vous voyez qu'elle va se mettre, c'est souvent les endroits où il y a besoin en fait d'emmener en fait tous ces miasmes, ces égrégores, ces cristallisations énergétiques dans un lieu, et vous la faites ressortir en la remerciant. Et tout ça, vous pouvez visualiser. Un biorupteur, c'est comme un disjoncteur qui va se mettre au compteur électrique et tu le couples en fait avec une pièce. Alors après, il faut avoir une installation où tout est quand même bien séparé. Oui, donc il faut le coupler à la chambre, par exemple, et du coup, à l'électricité de la chambre. Et du coup, quand tu as terminé de te servir de la lampe de chevet, merci, de la lampe de chevet, lui, il est hyper intelligent, il va se dire, il n'y a plus de demande électrique, donc il coupe au compteur, ce qui fait que toi, ta lampe, il n'y a plus de rémanence électromagnétique. Si on touche le neutre, on n'aura rien. C'est ça que je voulais dire. Il n'y a plus de... S'il n'y a plus de demande, si tu éteins, si tu coupes ton interrupteur de ta lampe de chevet, il n'y a plus de besoin, donc il coupe directement au tableau, enfin au biorupteur. Exactement, c'est pour ça qu'il n'y a plus de rémanence. Et hop, si tu as besoin, il renvoie, et voilà. C'est ça, c'est une sorte de programmateur. Oui, voilà, c'est un voyant, je crois, parce que moi j'avais ça il y a 4 ou 5 ans, rouge et vert, je crois, tout simplement. Sur les compteurs, généralement, on a la lumière, les prises. Mm-hmm. Du coup, des fois, c'est séparé, en fait, les lumières des prises, en fait. Oui, ouais. Alors après, moi, je sais pas, je l'avais fait...
Ouais, ah oui, bah, enfin, après, il y en a qui font un peu la tête parce qu'ils connaissent pas tous, comme le câblage blindé. Mais du coup, moi, je sais que je l'avais fait installer. Et je suis pas du tout électricienne et en fait, bah, ça, voilà, ça se met. Bah non, non, non. Et on trouve ça où? Je pense peut-être le roi Merlin. Ouais, enfin, ouais, je pense peut-être depuis 5 ou 6 ans, ça a dû évoluer, mais ouais, moi, je l'avais fait mettre par un électricien. Il y a un site qui est super bien qui s'appelle Pure Maison, je crois. Pure Maison, c'est tout ce qui existe pour les électrosensibles. Mm. Donc ça va des rideaux aux peintures, au téléphone, enfin tout un tas de... Ouais. Pure Maison, ah oui, alors en parlant des téléphones aussi, hein, le téléphone où vous savez, DECT, là, D-E-C-T, où il y a la base, et on le prend comme ça parce que ça émet 24 heures sur 24 ces bases-là. Donc ça aussi, on enlève. Voilà. Après, il y a des techniques de purification, mais mémoire des objets, mémoire des lieux, hyper important. Si vous pouvez sonder un peu ce qui s'y est passé avant de rentrer dans les lieux, ou quand vous visitez, ou quand vous achetez, voilà, c'est de sonder un petit peu l'entourage, et puis de voir. Moi, je me rappelle, enfin, j'ai longtemps, donc, comme je le disais au début, travaillé avec une personne qui a créé donc des agences immobilières, enfin une franchise d'agence immobilière, et elle avait toujours la maison à la revente, toujours pour la même motif de divorce. Et bonne nouvelle, sa fille décide d'acheter cette maison-là. Et donc elle lui dit, ah mais non, 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 je l'ai toujours à la revente pour la même chose et tout. Bon, sa fille, voilà, bah, l'a acheté et a divorcé. Voilà. Et donc, et voilà, c'est pour la petite histoire, c'est pour dire que, bah, sans le savoir, sans réellement savoir, il y a des maisons qui vont venir impacter et faire vivre des choses aux personnes. Donc ça, c'est, voilà, regarder un petit peu, sonder ce qui s'y est passé, comment, voilà, s'il y a plus une population aussi dans l'immeuble ou dans le quartier yin. Ce que j'appelle yin, c'est plutôt qu'on une énergie donc féminine, donc des femmes seules, des personnes âgées, ou si c'est plutôt des couples avec des enfants, où là c'est plutôt dynamique et ça rigole, ou alors quelque chose de plus calme, parce que aussi le quartier, le lieu, l'immeuble porte une information énergétique. Hein, des fois, on voit souvent, bah, c'est bizarre, dans cet immeuble-là, il n'y a que des femmes voilà, monoparentales avec un enfant ou des personnes âgées. Bon, bah, ça, c'est typiquement une énergie plutôt yin, plutôt, voilà, moins dans l'action. Votre environnement aussi. Ah oui, hyper important, l'environnement. Tout à l'heure, je parlais du réseau Hartmann qui était orienté nord-sud et qui porte l'information. Imaginez que vous avez votre maison qui est là, et puis ici, derrière vous, dans le flux du réseau, Hartmann, qui porte l'information, par exemple, nord-sud, vous avez un hôpital psychiatrique, ou vous avez une école. Et bien forcément, le flux qui est porté d'informations énergétiques dans votre maison, si vous êtes dans l'axe nord-sud, bah, si c'est un hôpital psychiatrique, il ne va pas porter la même information que si c'est une école. Donc en fait, en géobiologie Feng Shui, on regarde toujours du zoom. Qu'est-ce qu'il y a autour de la maison? Qu'est-ce qui peut impacter? Cimetière, hôpital, école, ou je sais quoi ou qu'est-ce. Et puis après, on rétrécit comme ça. Mais ça, c'est hyper important aussi, l'environnement. De toute façon, on le ressent énergétiquement. Si vous rentrez chez vous et que vous passez par un petit chemin, vous entendez les petits oiseaux chanter, cuicui, pays un peu bisounours, et que c'est sympa et que ça sent bon, ou si vous passez, vous êtes obligé de rentrer chez vous et que, bon, bah, voilà, il y a un chemin qui est moins sympa, c'est pas très éclairé, vous avez peur, il y a des poubelles partout. Bon, bah, énergétiquement, vous voyez bien que c'est pas la même. L'information que vous allez ramener chez vous, énergétiquement, l'extérieur, il porte ça. Qu'est-ce que je ramène chez moi? Qu'est-ce qui m'environne? Est-ce que c'est une énergie urbaine? Il y a des bars, il y a de l'action, il y a des restos? Ou est-ce que c'est une énergie plus calme, plus détente, plus... voilà, ça aussi, c'est important.
Et du coup, c'est compliqué quand c'est sur des appartements qui s'empilent en hauteur, non? Bah, c'est bien, parce que quand tu interviens sur un appartement, tu interviens sur tous les appartements. Donc, du coup, tu peux, voilà, tous tes voisins t'en remercient. Et donc, c'est quand même plutôt sympa pour eux. Mais effectivement, oui, autant, voilà, autant tu interviens, ça peut avoir un impact bénéfique pour eux. Autant, effectivement, si tu as des voisins qui envoient du négatif, comme on dit, entre guillemets, bah, tu prends quand même les miasmes dans ce bain énergétique qui est émané. Du coup, verticalement ou ça descend plus au milieu? Il n'y a pas de sens. Alors, les échanges naturels, donc ça va de la Terre vers le ciel, et les échanges cosmotelluriques, hein, donc ça fait les deux, c'est des temps de respiration. Donc, des fois, voilà, il y a une respiration, ça va monter vers le cosmique et ça va redescendre vers la Terre. Et puis après, bah, les miasmes énergétiques, il n'y a pas vraiment, ils vont là où ils vont pouvoir s'accrocher et après se nourrir. Donc en fait, c'est pour ça que je dis toujours que les vibrations qu'on émet en tant que personne sont hyper importantes, parce que du coup, on parle beaucoup de la loi de la résonance ou de la loi de l'attraction, mais si tu fais ton aura bien joufflu, tu vibres haut, qu'est-ce qui peut rentrer en résonance? Il n'y a pas de fuite, il n'y a pas de faille, il n'y a rien qui peut s'accrocher en vibration basse. Donc du coup, tu vas pas risquer de te faire casse-croûter, comme je dis pas, voilà, par une énergie qui n'est pas la tienne. Mais c'est hyper dur de rester dans ces vibrations-là. C'est parce que tout au long de la journée, au quotidien, on est amené à vivre avec les autres. Et donc du coup, bon, bah, parfois, oui, on est traversé par des émotions, la peur, le doute. Il y a plein de choses qui font que le taux de vitalité, en fait, il s'abaisse. Et à un moment donné, on peut se sentir plus fatigué. Donc le repos, donc la chambre est importante, mais on peut se sentir fatigué. Ça amène des fuites aussi, les opérations. Voilà, dans les hôpitaux, on se fait opérer, tac, on ouvre, on referme le corps physique, mais on ne referme pas les corps énergétiques. Et là, on a une fuite. Et en fait, l'énergie, hop, elle peut venir se casse-croûter et s'accrocher. Donc c'est hyper important de se dire, bah, ok, bon, bah, là, émotionnellement, je suis un peu fatiguée, je me sens pas bien, je me sens triste. Bah, peut-être que là, le concert ou machine que je dois aller voir à l'hôpital, bah, je vais peut-être pas y aller aujourd'hui, j'irai demain. Enfin, ou alors je fais ma bulle. C'est-à-dire, c'est être aussi à l'écoute de soi. C'est que là, bah non, là, je le sens pas d'aller dans cet endroit-là parce que je me sens pas hyper porteuse d'une énergie vitale. Parce qu'au quotidien, c'est quand même difficile de rester. Ou alors on refait sa bulle dès qu'on le fait. Donc c'est pour ça que je disais, c'est quand même vraiment une hygiène en fait énergétique à avoir au quotidien. Mais si, par exemple, une fois qu'on a fait la géobiologie ou qu'on rayonne ou que voilà, on a une hygiène énergétique, bah du coup la maison, elle porte plus ces imprégnations-là, pardon, et donc elle va avoir un moindre impact. Alors après, c'est plus difficile dans l'entreprise, on est en open space, donc du coup, on se prend les miasmes énergétiques de notre voisine qui arrive de sale poil ou qui est pas contente. Regardez, alors je saute du coq à l'âne, mais pour bien vous montrer, est-ce que vous avez déjà fait l'expérience d'être hyper de bonne humeur ? La vie est belle, vous vous levez, mais c'est super. Et vous allez dans une administration où il faut faire la queue, genre, on va dire, ou alors la poste. Il y a une file à la poste et ça commence à ronchonner 2-3 personnes avant vous. Et du coup, bah vous étiez cuicui les petits oiseaux, il fait beau, je suis de super bonne humeur. Si vous ne faites pas attention, ça va empiéter énergétiquement. Et à la fin, vous allez finir par être énergétiquement dans le même état d'esprit que la personne ou la deuxième personne devant vous. C'est-à-dire qu'il y a échange énergétique et puis vous allez commencer à ronchonner, il y a de mauvaise humeur. Ça, voilà, ça c'est toutes les interactions énergétiques. Donc du coup, voilà, c'est assez, enfin c'est rigolo, c'est pas hyper rigolo à faire, mais je vous invite quand même à faire l'expérience en conscience, comme ça c'est déjà moins impactant. Et effectivement, de sentir que, bah oui, il y a des imprégnations du quotidien, mais que c'est pas forcément vous. Des fois, on sent aussi, on rencontre quelqu'un dans la rue, on lui parle 5 minutes, nous on est crevés, on irait bien se coucher, puis l'autre il est en super forme. Échange énergétique. Là, voilà, il s'est passé un truc, il a senti qu'il pouvait manger, se nourrir en énergie.
La maison, c'est pareil. Est-ce que ça vous est arrivé d'aller dans des endroits réellement, même pas longtemps, que ce soit au restaurant ou dans des chambres d'hôtel ou en déplacement, aller dans des lieux, vous dites, mais je sais pas ce qui m'arrive, enfin, même limite, des fois, il y a des gens qui font des malaises, enfin, un peu de nausée, pas forcément bien. Ça vous ressentez, enfin, ça vous est arrivé d'être en ressenti par rapport à un lieu? Oui. Quand il y a beaucoup de gens, par exemple, dans des grandes conférences, on a l'impression qu'on est un peu tassé et un platine en dessous. Ouais. C'est un peu parce qu'il y a beaucoup d'énergie, ça pompe de partout, oui. On est fatigué. Ouais. Oui, et puis il y a aussi, je pense à toi, Lucie, mais encore, t'es pas totalement dessous, mais des belles poutres. Ça crée une flèche, c'est ce qu'on appelle des flèches énergétiques. C'est-à-dire que si on resterait encore peut-être 4-5 heures sous la poutre, là, tu te sens énergétiquement, ça va créer une onde de forme, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que la poutre, elle s'arrête physiquement dans sa matière, dans sa densité, mais énergétiquement, en fait, elle crée un tassement. Elle crée un tassement, donc du coup, mal à la tête, coupée. Enfin bon, on peut vraiment ressentir pour les personnes un poids. Je ne sais pas pourquoi ça me faisait penser à ça, ce que tu disais par rapport aux conférences, mais non, ouais, mais ça peut être le lieu, ça peut être les personnes aussi. Effectivement, quand tu as beaucoup de monde, tout ce bain énergétique est mélangé. Et puis il y a des interactions, qui se font. Bon du coup. Tu utilises quoi à part les baguettes et tout ça? Alors baguette, le pendule. Ah oui, je vais quand même vous montrer. Alors moi j'utilise le pendule égyptien de par sa forme et son onde de forme. En fait, c'est un pendule qui ne se charge pas. Donc entre chaque travail, tu n'es pas obligé d'aller le décharger ou le purifier, contrairement. Non, c'est du bois. Ouais. Quand je donne des ateliers, je conseille, pour les personnes qui n'ont pas de pendule mais qui en veulent et qui veulent s'en acheter, je ne conseille pas la pierre. Alors je sais, c'est super beau, c'est joli, mais ça charge. C'est plus, et en radiesthésie, à chaque fois, la pierre, elle va être associée, comme en lithothérapie, elle va avoir un travail spécifique. Tu vois, là, par exemple, j'en ai un en lapis lazuli. Bon, là, lui, je vais émettre une intention, enfin, je vais lui donner l'ordre de faire quelque chose, donc je vais émettre quelque chose, ou je vais prendre une information de la personne, par exemple. Et entre chaque patient ou chaque chose, il faut que je le purifie. Donc, moi, le bois, c'est bien. Et après, en plus, moi, j'utilise le pendule de Thoth ou le pendule égyptien, de par son côté émetteur-récepteur et qui ne se charge pas. Et après, les baguettes, tout simplement. Baguettes que j'ai faites. Il n'y a rien de plus... Après, on peut utiliser les cintres métalliques pour faire des baguettes. Ouais. C'est quoi le principe de fonctionnement des baguettes? Alors les baguettes, en fait, tu vas avoir une convention qu'il va falloir trouver par rapport à toi, en fait. C'est-à-dire qu'en convention mentale, si tu veux chercher de l'eau, tu vas te mettre en convention onosive. Et les baguettes, quand tu vas arriver sur une première berge, elles vont avoir un mouvement. Alors, tu trouveras dans les livres, des fois, ça doit se croiser, ça doit s'écarter. Non, chacun a sa convention, c'est comme le pendule. C'est pas parce que y a un sens d'harmonie, c'est pas forcément le oui de tout le monde, enfin le sens horaire ou anti-horaire, c'est sa convention à soi. Il y a des techniques simples pour trouver ces conventions. Donc du coup, ça va être de poser l'intention. Plus tu vas être dans une clarté mentale, neutre, en convention, moi je répète ça comme un mantra en fait quand je suis en géobiologie et que je cherche, je fais onosive, onosive, onosive. Parce que la pensée, le mental, il va vouloir s'en mêler, lui, et hop, il peut vite, furtivement, te faire penser à ta liste de courses ou autre chose que tu as à faire le soir. Donc, du coup, voilà, moi, je répète ça comme un mantra. Et ta convention, par exemple, après, tu peux avoir une convention avec ton corps, puisque ton corps est un pendule. Moi, je sais que quand j'ai mal au rein, à tous les coups, il y a de l'eau. Le rein est associé à l'eau.
Mes baguettes, quand je cherche de l'eau, je les mets au niveau de mes reins. Quand je cherche des failles, je les mets au niveau de mes cavités, au niveau des poumons. Donc j'ai les baguettes qui sont plus là. Je ne fais pas l'exemple en réel parce que en fait, chaque baguette qui va être pointée dans cette direction-là, puisque je suis en face de vous, va venir piquer l'aura des personnes. Et pour les personnes sensibles, c'est très désagréable d'avoir déjà les baguettes qui pointent ou même ne serait-ce qu'un doigt. Si vous avez déjà remarqué, donc je ne vais pas le faire, mais les personnes qui font comme ça, moi, ça me... Voilà. Donc du coup, je ne le ferai pas avec les baguettes, mais les... Ah bah, si, bien sûr, oui. Non. Le puriste du sourcier prendrait la baguette de noisetier. Non, moi j'ai ça. Alors ça, c'est des baguettes que j'ai trouvées chez Casto au rayon plomberie. C'est hyper léger, pardon. Il faut qu'il y ait un angle? Non, c'est pour le tenir. Oui, il faut qu'il y ait un angle et puis il faut qu'il y ait des... Bah, au début, c'est quand même plus simple. Et moi, je coupe des petits trucs comme ça qui font des manchons. Mais ça peut être tu sais, les trucs bics, hein, des stylos bics. Et c'est-à-dire que là, en fait, tu n'as aucune interaction. Tu peux pas les bouger. Enfin, moi, comme je dis chez les gens, c'est pas moi et je peux pas faire. Parce que ça tourne, voilà. Donc, du coup, ça permet d'avoir la baguette qui est complètement mobile, d'avoir les petits... Bon. Enfin, il vous a fallu du temps. C'est pas tout de suite qu'on arrive à... Bah, plus tu pratiques, c'est comme un musicien, comme tu fais ta gamme de solfège, voilà, plus tu fais, plus tu affines. Et donc du coup, maintenant, je peux dire que je peux ressentir avec les mains, parce que les émanations en fait microélectriques, elles vont rentrer en résonance et ça va faire des picotements dans toutes tes cellules, dont dans toutes tes mains. Donc tu arrives sur une limite de réseau, ça va faire des petits picotements. Mais ça, c'est comme la pratique. Au début, tu fais avec le pendule, tu fais avec les baguettes, et puis après, tu testes. En fait, c'est ludique. En fait, il faut revenir à son enfant intérieur pour faire ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on faudrait dire, on s'en fiche du résultat. Je fais, ça ne va pas révolutionner, ça ne va pas changer ma vie, j'y vais. Je fais. Enfin, pour ceux qui veulent pratiquer, moi je les incite vraiment à faire ça, c'est-à-dire, allez, on recontacte son enfant intérieur, on va s'amuser et il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas d'incidence, si ce n'est créer des peurs de trouver un truc horrible sur son lit, mais voilà, mais là, bon, donc ne pas le faire pour soi, dans les débuts. Voilà, on est toujours moins... Enfin, oui, puis c'est hyper difficile d'être neutre pour soi. Et puis on va avoir peur de peut-être ceci, de trouver cela. Ah non. Puis c'est toujours pareil, ce qu'on ne veut pas voir, on ne le voit pas. Du coup, c'est bien de le faire pour les autres. Mais du coup, ça peut pas... moi, par expérience, des fois, quand il y a beaucoup de vent par ici, moi, mes baguettes, je veux dire, mais elles ne bougent pas d'un iota, elles sont droites, mais droites de chez droite, quand il n'y a plus de correction à effectuer. Qu'il y ait du vent ou pas. Ah ouais. C'est impressionnant. Et donc, ça permet quoi? Alors, ça permet, mis à part trouver de l'eau, je veux dire, c'est... Alors, ça permet de diagnostiquer toutes les perturbations naturelles, par contre. Hein, pas, alors, si, après, on peut s'amuser à faire le subtil. On peut laisser une cloison, on fait un mur d'appui, c'est ça l'intérêt, en fait, dans une maison? Un mur d'appui... alors, l'intérêt, moi, quand j'interviens dans une maison qui est déjà construite, c'est de dire, bon, là, il y a faille, il y a de l'eau, il y a des réseaux, il y a un nœud géopathogène. Ça, je détecte. Ça permet la détection. Après, je vais venir corriger. Et moi, je corrige en faisant un soin en fait, avec mes mains à la terre. Et après, je repasse en fait, avec les baguettes pour m'assurer qu'il n'y a plus de croisement. Que mes baguettes ne se croisent plus, ne s'écartent plus. Ça veut dire qu'il n'y a plus de perturbation. Enfin, d'émanation, parce que je ne déplace pas les failles ni les cours d'eau. Hein. J'ai pas cette... Il s'installe naturellement ou alors c'est l'homme qui l'a... Le nœud, ce que vous avez... Ah, c'est naturel. Ok, donc ça voudrait dire qu'il faut tout le temps apporter des corrections. Alors. Ah bah non, une fois que c'est fait, c'est fixé par contre. D'accord. Parce qu'en fait, le quadrillage du réseau énergétique, en fait, c'est les émanations naturelles de la Terre. C'est comme ton circuit en fait énergétique, tes méridiens et tout, bah, ça circule, ça a besoin dans ton corps. Bah, la Terre, elle a ça. Et donc, elle a une circulation énergétique qui lui est propre. Sauf que, évidemment, pour l'humain, là où
où là il y a des croisements, bah, c'est pas forcément bon pour lui. Mais par contre, c'est bon, enfin, c'est bien pour la Terre, c'est son principe de circulation à elle. Donc vous arrivez à modifier le comportement de la Terre dans le sens que si vous corrigez à un moment donné. Ouais. Ok. Oui. C'est pas néfaste pour La Terre? Ouais. Non. Enfin, parce que par exemple, tu disais que on peut pas déplacer une faille ou un truc. Physiquement, ouais, c'est que les émanations. Du coup, c'est que tu déplaces les émanations vers un autre endroit. Oui. Et ça peut pas perturber du coup un autre truc. Bah non, parce que alors après, je vais y aller. Voilà, après, je vais travailler avec le gardien des lieux. Dans chaque lieu, il y a un gardien énergétique des lieux qui est là. Et donc, ça peut être un arbre. Hein. Après, voilà, il y a plein de choses. En fait, c'est être en reliance avec tout le vivant. L'arbre, il est vivant. Les arbres, ce sont des guérisseurs. Hein. Je ne sais pas si je vous apprends ou pas, mais en tout cas, voilà. Il y a plein de livres à l'heure actuelle, surtout un très beau qui est en train de sortir. Les arbres sont des guérisseurs. On peut tout faire avec eux. On peut tout travailler avec eux, même avec la terre, en fait. Parce que souvent, ce qui me vient quand tu me poses la question, on a une expression qu'on emploie souvent, c'est faire la prise de terre. La mise à la terre, faire la prise de terre d'un réseau électrique, d'une maison. Bah, qu'est-ce que c'est de faire la prise de terre? C'est d'aller tout mettre à la terre. La terre, elle est là, en fait, elle, pour venir absorber, transmuter et faire sa prise de terre. Il y a des choses qui se vendent d'ailleurs, il paraît, enfin moi je n'ai pas testé, mais j'ai entendu ça pour les ordinateurs, des plaques en fait qu'on met au pied, qui sont reliées, qui font une prise de terre pour l'ordinateur. Bon, ça doit se vendre sur Internet, mais en fait c'est la même chose. Moi quand on va faire la prise de terre, parce que l'émanation des réseaux, comme je disais au début, c'est une émanation microélectrique. Donc en fait, tout ce qui va être microélectrique, tu peux aller remettre à la terre avec son accord. Hein, voilà, moi c'est vraiment un dialogue. Hein, la Terre, c'est une entité à part entière, elle a son autonomie propre et elle a son mode de communication. Et donc, quand moi j'interviens, en fait, c'est un dialogue avec la Terre, mais tu peux vraiment faire une prise de terre pour travailler avec les émanations microélectriques, comme on fait une prise de terre d'une installation électrique d'une maison. Ou qu'on fait sa prise de terre quand on se dit, ceux qui font de l'énergétique ou des thérapies ou de la méditation, l'ancrage, fais tes racines, fais la prise de terre, bah voilà, c'est ça pour l'humain en fait. On a aussi notre prise de terre et on peut vraiment visualiser que toute l'énergie accumulée négative, elle va partir dans les profondeurs de la terre et que la terre, elle va venir transmuter, faire son travail en fait de transmutation. Bah, quand on fait un soin à la terre, c'est exactement la même chose. Et il n'y a pas, ça vient pas. Enfin, ce qui est important à comprendre, c'est que ça vient pas déplacer les réseaux pour aller les mettre chez les voisins ou les amalgamer au bout d'un moment, ils vont tous arriver à un même endroit, ni les décaler, ni les déplacer. Hein, ça vient pas du tout modifier. Les autres choses, c'est juste les émanations. Donc vous y mettez une intention. Oui. Et donc, vous vivez dans une yourte alors? Ah non, je vis en plein cœur de La Rochelle avec plein de Wi-Fi autour de moi. Oui. Et du coup là, c'est que les anciens marais ici? Alors ici, ici, ouais. Alors ouais. Voilà. Et moi, j'ai jamais, et toutes les personnes qui viennent dans mon appartement, parce que je le loue aussi en Airbnb, j'ai que des messages en fait d'énergie ou bien-être. Ils me disent il se passe quelque chose dans l'appartement. Donc comme quoi c'est pas parce qu'on habite. Le propre de l'humain n'est pas de se cacher de la société dans laquelle il a décidé de vivre. C'est plutôt de vivre en harmonie avec elle. Et donc du coup, de savoir que oui ça existe. Mais qu'est-ce que j'en fais de mon appart avec tout ce qui m'environne, mes voisins, leur appareil Wi-Fi et autres. Moi je décide d'y mettre une rayonnance et une fréquence qui va vibrer avec une énergie spécifique. Et je n'habite pas dans une yourte, ni... je rigole, mais c'est pas vraiment très drôle pour les électrosensibles, parce qu'il y a des femmes, il y a des personnes, il y avait un reportage sur 2 femmes qui devaient
vivre dans des grottes pour être coupé complètement de l'électricité, parce qu'il y avait pratiquement plus de zones blanches en fait en France, et de toute façon je pense qu'il y en aura, enfin des personnes qui militent pour, mais mais voilà, et bon, bah, tout va bien, enfin je sais pas, ouais, tout... Il paraît qu'il y a des bloqueurs, hein, pour mettre dans les apparts. Oui, ouais. Alors moi j'ai alors ça n'engage que moi, j'ai une philosophie, c'est-à-dire que si tu penses, si tu as peur et si tu veux te protéger, c'est que tu amènes déjà cette pensée-là et la peur de. Donc du coup, moi je me dis, bah, je vis avec mon temps, je vis avec la société, c'est comme ça, l'humain, enfin, le corps humain, cette machine magnifique et superbe, elle a sa propre autonomie d'auto-guérison, et c'est que les pensées qui créent de la peur et qui vont avoir une incidence sur les cellules. Donc moi je me dis, à partir du moment, mais ça n'engage que moi, j'ai envie de vibrer et je m'en fiche, et je vibre haut, et je me fais ma bulle, et je rayonne, et ceci, et je ne me préoccupe pas trop, voire pas du tout de ça. Voilà, mais parce que en fait c'est que je comprends bien le principe, la Wi-Fi, tout ça, ça crée des ondes, mais les ondes, on est entouré, enfin on est comme ça dans un système solaire où on est bombardé de plein de choses. Oui, mais enfin là c'est artificiel, c'est quand même l'homme qui l'a créé. Oui. Dans ces cas-là, la radioactivité, vous allez dire, c'est pas grave. Bah alors, non, mais parce que je pense que l'homme, en fait, il a la capacité d'agir sur son corps et sur ses cellules par les intentions et par la pensée. Mais ça n'engage que moi. Encore une fois, je ne suis pas là pour convaincre. Moi, j'expérimente. Et ce que j'expérimente, du coup... une force vitale, une capacité aussi que... Enfin, pour arriver à ça, tout le monde ne l'a pas, quoi. Bah, oui, je comprends bien, mais justement, c'est de transmettre qu'en fait, on a nos propres, on a nos propres outils. Il n'y a pas besoin d'avoir de dons pour essayer de rayonner, pour parler à ses cellules, pour envoyer une rayonnance. Donc, du coup, si on essaie d'avoir la philosophie... Après, c'est pas une raison pour subir les méfaits, essayer de contrer aussi. Vous voyez ce que je veux dire, de ne pas dire on peut. Oui, mais de ne pas dire oui à tout. Voilà. Ou dire non à. Oui, bien sûr. Et manger correctement et vivre le plus sainement possible, c'est-à-dire pas que se protéger avec notre bulle, mais aussi dire non, ça j'en veux pas, et lutter aussi contre ça. Enfin, vous voyez, je vois. Les deux conjugués, c'est bien. Voilà, l'un n'empêche pas l'autre. Voilà. Exactement. Ouais, l'un n'empêche pas l'autre. Oui, évidemment, c'est pas de s'enfiler des pots de Nutella et de marshmallow en faisant une bulle de lumière, j'entends. Oui, j'entends bien. Oui. Dans notre pratique yogique, on utilise également la sacralisation de l'espace et de notre être. On crée des hôtels chez nous. On dispose par exemple des photos de grands sages pour avoir leur énergie chez nous, qui nous accompagnent et qui nous aident, qui viennent purifier juste par leur présence. Oui. Et des statues également associées à des intentions. Les pierres, tout ce qu'on peut. En fait, s'il y a la foi, si on le ressent, on fait. Si ça ne va pas en adéquation avec notre philosophie, notre façon de penser, nos croyances, c'est même pas la peine. C'est que je vais juste faire un petit aparté sur tout ce qui se vend en harmoniseur ou harmonisateur, je ne sais pas comment on dit et tout. Bah, si vous voulez alléger le porte-monnaie, voilà, mais... Après, c'est juste l'intention. Si on place quelque chose, c'est l'effet placebo et que la personne y croit et se dit bah t'as vu depuis que j'ai mis ça, l'auto-vibrateur il a vachement monté, hein, non? Tu sens pas? Bah l'autre, bah ouais. Mais encore faut-il y croire. Et ça c'est pour tout. Je veux dire, de poser l'intention, en fait l'intention que je sais que si je fais ça, ça va fonctionner, ça va agir parce que la pensée est une information et met en forme. Et se relier, voilà, comme tu disais, Lucie, à aussi des sages ou autres, où on sent qu'il y a une rémanence, une énergie, parce que là encore, on est relié à l'égrégore de cette énergie qui porte. C'est hyper important pour ça, les égrégores. Donc du coup, voilà, après, on peut se relier à l'égrégore de l'amour ou à l'égrégore
Il y en a deux, l'amour ou la peur. Hein. Donc, comme ça, c'est pas compliqué, hein, c'est régi par ça, les énergies. Les égrégores, c'est, on va dire, une forme pensée qui s'amalgame à force de générer, en fait, d'y croire. Les égrégores, par exemple, de la religion, du catholicisme, les égrégores d'une entreprise, être très corporate, croire, voilà, à l'entreprise, on y croit, on génère à fond. Ça crée un égrégore d'entreprise. L'égrégore des religions, l'égrégore de la politique, l'égrégore de la télé, des médias, enfin, autant d'égrégores que autant de pensées. Et après, mais moi, pour pour être libre et indépendante, librairie Les Rebelles Ordinaires, mais je décide de me relier à quoi et je décide de me couper de quels égrégores dont je ne veux pas du tout me nourrir. Mais alors, donc, vos dessins, là, que vous nous avez montrés, quelque part, c'est juste... elles émettent une forme. Oui, parce que tu vois, par exemple, il y a un émetteur qui s'appelle c'est le labyrinthe de la cathédrale de Chartres. Il y a le Triskel. Tout ça, ce sont des émetteurs radioniques, mais c'est pas un truc. C'est en reliance justement avec l'égrégore 2. Oui. Donc ça émet la puissance et la rayonnance et l'énergie de. Si tu es là, et là, je vous dis, fermez les yeux, on va aller se mettre en reliance avec, je sais pas moi, Vézelay, par exemple, ou la cathédrale de Chartres. Forcément, tout le taux vibratoire de chaque personne, il va monter, pour un peu que tout le monde y soit allé. Si je vous dis, repensez à un endroit où vous êtes senti, mais hyper... avec plein d'énergie vitale, un super bel endroit qui pour vous parle, où vous êtes senti apaisé avec voilà, une vitalité, ça peut être n'importe quoi. Si vous y repensez, le cerveau il fait pas la différence entre vous y êtes là maintenant ou si vous y êtes physiquement. Donc tout ça, ça va ramener en fait l'énergie et la puissance du moment et donc se rattacher à l'événement aussi. Donc du coup, c'est pour ça que le travail de visualisation, il est hyper fort et c'est pour ça que la géobiologie, elle se fait aussi à distance. Le travail, moi, voilà, pour certaines personnes, je ne me déplace pas, j'interviens à distance parce que moi, je sois chez moi avec un plan et des photos et que par la vision, mon corps, il soit... ça, c'est de la projection de conscience, c'est-à-dire que mon corps énergétique, il va aller là-bas, lui. Mais moi, physiquement, je suis là avec mes petites photos et mon petit plan. Et moi, je fais de la projection de conscience de qu'est-ce qu'il y a là-bas. Et je vais ressentir exactement le lieu comme si j'y étais. Et je peux faire toutes les corrections partout. Mais entraînez-vous à faire ça, c'est hyper simple bon, alors sans être voyeuriste, hein, mais entraînez-vous à aller, je sais pas, chez votre voisine. Et puis, si vous avez l'occasion après d'y aller réellement, vous verrez que quelle est l'ambiance. Est-ce que c'est plus du bois, la décoration? Est-ce qu'il y a une table? Est-ce qu'il y a un cadre avec un éléphant dessus? Mais vous allez voir, c'est hyper ludique à faire et tout le monde peut le faire. Comme je parlais de la magnétite au niveau des cellules, la composition en fait, chimique du corps, on est en train de se modifier. Voilà, l'humain n'est pas immuable. Hein. Donc... Voilà, et le taux vibratoire, c'est pareil, hein, on peut le changer. C'est comme l'aura, le taux vibratoire, il suffit d'avoir une mauvaise nouvelle ou voilà, pouf, ça chute. Et puis, oui. Donc, tout est en mouvement. C'est pour ça que c'est le ressenti en fait qui est très important. Ah, je rentre dans un lieu, là, il est imprégné de, et puis après, qu'est-ce que j'en fais? J'ai cette information-là, qu'est-ce que j'en fais? Ah oui, c'est ça, c'est vrai. Il est 22h15. J'ai une question par rapport à... Ah oui, alors on va passer aux questions. Si vous avez, je vais arrêter de parler, moi. Par rapport au Feng Shui et la géobiologie, le Feng Shui, il s'occupe aussi des dates de naissance, de l'année de naissance. Là, ça va être... ça. Oui. Par exemple, moi, j'ai un peu regardé sur Internet, donc il y a des endroits pour moi qui ne sont pas bons. Et par rapport à la géobiologie... en Feng Shui, il n'y a pas d'endroits qui ne sont pas bons. Il y a des orientations... Oui, voilà. Mais par exemple, mettre une chambre au nord, c'est pas bon pour telle personne. Non, Voilà. Non.
Ça, c'est les secteurs. Ouais, oui, mais orientation, favorable, non favorable. Mais il n'y a pas un secteur qui est négatif et mauvais pour une personne. Dans un secteur, on peut changer d'orientation. Oui. Mais il y a... Par personne Ah non, c'est par personne. Parce qu'en fait, le Feng Shui, il va associer à un élément sur les 5 éléments de la médecine traditionnelle chinoise. Bois, feu, terre, eau, métal. Et en fait, ta date de naissance va te donner de quel élément tu es. Et de quel élément tu es, ça va pouvoir venir te dire, bah, ça c'est tes orientations, ça c'est tes couleurs, ça c'est tes matériaux, ça te nourrit, ça te détruit, ça t'apaise, ça te contrôle. Dans le cycle. Par exemple, la position du lit, je pensais que c'était toujours un peu la tête vers le nord. Oui, parce que ça c'est côté nord magnétique. Donc du coup, on disait oui, il faut dormir la tête au nord parce que c'est dans le sens magnétique terrestre. Mais après, le Feng Shui, il a une autre grille, lui, d'analyse. C'est pas forcément ça alors. On n'est pas obligé d'avoir la tête au nord. Pas obligé, non. Après, oui, là, à faire en 5 minutes, ouais, c'est un peu le Feng Shui, c'est un peu... mais sinon... Non, mais c'était par rapport oui, à mais alors, moi, je dis toujours... Ah, pas du tout, c'est des grilles d'analyse, c'est pas de bon Feng Shui sans géobiologie. La géobiologie, elle prime avant tout. C'est-à-dire que géobiologie, tu auras beau mettre un mur violet, parce que ça va te nourrir, et ton lit dans ta bonne orientation... si ton lit il passe sur une veine d'eau et une faille et puis que voilà c'est le bazar en géobiologie, bah du coup le Feng Shui il fera rien du tout, hein. Parce que ça en fait ça a été on va dire scindé comme je disais en deux, hein, mais vraiment au début la géobiologie c'était vraiment l'environnement, l'influence et après on va venir occidentaliser tout ça avec les couleurs. Parce que la couleur est une vibration, est une onde, est une fréquence aussi. Donc du coup, ça va être important de jouer. Mais souvent, on lit le Feng Shui, et bah, si tu mets un bouquet de fleurs là, tu trouveras l'amour en bas de chez toi. Ou si tu mets du bambou là, bah, tu vas devenir super riche. Bon, bah non, le Feng Shui, c'est pas ça du tout. Mince. Moi qui pensais trouver l'amour avec mon bouquet de pivoine, et bah non, c'est raté. Donc du coup, voilà. Donc voilà, donc le Feng Shui vraiment couleur, matériaux, orientation, secteur, yes, mais d'abord géobio. Ouais. Oui, parce que c'est ce qui va faire en fait la géobiologie, on appelle ça la médecine de l'habitat. Donc c'est vraiment le plus impactant. Et après, on va monter en vibration avec ce qui nous convient, avec ce qui va nous nourrir en Feng Shui. Regardez la circulation de l'énergie, le mobilier et autres, comment on positionne tout ça. Mais avant tout, c'est déjà de ne pas être dans un lieu qui va être vibratoirement bas. Parce que sinon, moi, ça va me faire chuter. Et on le voit bien, c'est-à-dire que il y a les personnes en général qui font les soins énergétiques, où il n'y a pas de changement vibratoire, d'amélioration dans les soins, c'est-à-dire que je fais un soin, on monte la personne à son équilibre biotique, en taux vibratoire, elle rentre chez elle, elle se remet sur son point géopathogène, plouf, ça rechute. Donc du coup, la maison, géobiologie, pardon, avant le Feng Shui. Ouais. Et moi j'avais une question aussi, parce que du coup, je pensais que la géobiologie, c'était... mettre des carottes de métal dans le sol. Ah oui, ça c'était avant. J'ai appris ça, les pieux de cuivre, pour faire la fameuse. Dans la terre, ouais, c'est ça. Et c'est la fameuse prise de terre. Ça c'était pour les réseaux. En fait, on faisait tout le tour avec des pieux, des pieux. Moi j'ai appris ça avec des tubes, les tubes en cuivre. On faisait toute une reliance pour dévier justement les réseaux. Qui faisait ça, les anciens, les tradis thérapeutes. Moi, j'ai appris comme ça, par un tradit thérapeute, à faire tout un maillage en fait de la maison pour dévier les réseaux avec des maillages de cuivre. Chose qui ne se fait plus puisqu'on peut le faire sans avec les mains. Mais il y avait aussi les coquilles Saint-Jacques. Tout un tas de bazar qui était hyper sympa. T'as 4 coquilles Saint-Jacques sous ton lit, tu passes l'aspirateur, tout est... les tourmalines, les pierres, je dis pas, mais là je le dis avec le sourire, mais c'est super efficace. Mais quand on peut faire tout maintenant comme un soin sur les corps énergétiques d'une personne avec la main, mais...
Ouais, c'est hyper compliqué. Après, les pierres, bah, c'est toujours pareil. Les pierres, les personnes, si elles sont pas dans le domaine, bon, bah, t'es contente, bon, bah, t'as ta pierre. Puis après, une fois qu'elle est chargée, elle va faire le travail inverse. Elle va émaner le négatif dont elle s'est chargée. Donc, il faut aller la purifier. Mais la personne, tu penses, elle n'a pas que ça à faire, puis elle n'y pense même plus. Donc, du coup, c'était un peu compliqué de travailler avec mes filets le maillage en cuivre. Oui, moi, j'ai appris comme ça au début. Les coquilles Saint-Jacques, tout ça. Non, c'est un tas de bazar. Bon, bah, mais ce qu'on faisait quand même avant tout, c'était les pierres. Les menhirs, c'est vraiment la géobiologie. Ouais, voilà, c'est ça, c'est vraiment l'acupuncteur qui vient, pouf. Alors, maintenant, voilà, pour le particulier, mais moi, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment, si vous avez l'occasion, c'est d'aller dans les lieux sacrés. Moi, quand j'accompagne des groupes où on va du côté de Saint-Michel, aller voir l'énergie d'un menhir, celui du Champ d'Olan, qui est immense, qui est encore un des plus grands levés, parce qu'il y en a qui sont tombés, mais levés, et de voir tout ce qui se passe, hein, c'est-à-dire que le menhir, il est posé sur un croisement d'eau, faille, de réseau, il est dans un alignement par rapport au solstice d'été, à l'équinoxe et tout le bazar, puisque c'était un vrai, comment on dit, pas calendrier, mais cadran solaire, hein. Tout ça, c'est encore actif. Tout le travail énergétique qui a été fait par les anciens, il est encore actif. Ça, vous le ressentez? Ouais, bah quand on y va, on travaille avec les baguettes, les pendules, et je fais passer tout le monde, même à Brocéliande. Ah oui? Ouais, à Brocéliande, voilà, sur les lieux sacrés, bon, bah, il y a Merlin. Bon, bah, le tombeau de Merlin, tout le monde, quand il arrive, ah bah, c'est ça, le tombeau de Merlin, franchement, non, mais. Et alors? Ben, il y a tout un système énergétique qu'on va venir actionner, parce que la découverte qui existait physiquement, elle existe encore énergétiquement, et on peut le ressentir, et on peut activer des choses. Donc du coup, en fait, c'est avoir une lecture énergétique de ces lieux qui existent encore et qui ont justement cette capacité encore à réguler des choses sur Terre. Et heureusement que ça l'est encore un peu et que tout est encore un peu en reliance, hein. Le Karnak de Bretagne, il est en reliance avec le Karnak d'Égypte. Bon, il y a plein de choses comme ça, c'est des tubes, c'est des vortex énergétiques, hein. La Terre, elle a un maillage comme ça, où il y a des points d'énergie vibratoire super puissants sur la Terre, et ils sont tous en reliance, et puis ça prend, ça respire, ça nettoie. Voilà, c'est un peu le... Voilà, le nettoyage énergétique de la Terre, tous ces réseaux et tout ce qui a été fait. Mais voilà, si vous avez l'occasion, c'est pas très loin. Brocéliande, Mont-Saint-Michel, voilà, pour ceux que, en tout cas, moi, j'affectionne. Et sur les sites sur lesquels je vais, je vous invite vraiment à découvrir. Et il y a des livres sur la géométrie sacrée de la vie qui sont super bien faits, et qui parle aussi tout ce travail-là, tout ce travail vibratoire qui a été mis en place. Et voilà, c'est passionnant. Vous avez des références de livres sur... Alors, ouais. Bah, il y a la géométrie sacrée de la vie. Et puis après, il y a... alors, il y en a plein, mais il y a l'énergie des lieux... Ah non, l'énergie des lieux sacrés, je crois. Enfin, après, je ne sais pas comment ça se passe au niveau de la librairie, mais peut-être que je pourrais mettre des références de livres ou de choses comme ça que je pourrais partager ici, voilà, sur le site ou enfin, sur le Facebook. Enfin, bon, je verrai avec Guillaume. Ouais. Plus on est au sol, plus on est dans le cadrage. Oui, à peu près. Classique. Ouais. Moi, je suis toujours attirée par des choses en hauteur. Mhm. Être en haut d'un immeuble, en haut d'une tour, en haut d'un truc. Ça veut dire quelque chose, ça, ou c'est... Bah après, ça veut peut-être pas dire des choses en termes de géobiologie. Non. Mais oui, prendre de la hauteur par rapport à des situations ou besoin d'air. Prendre de la hauteur par rapport à... Alors, par rapport à des situations où un changement d'air, ou être peut-être aussi tout simplement par un signe d'air, hein. C'est peut-être un signe d'air que tu as besoin d'être plus en reliance avec les énergies cosmiques, d'être en haut.
Alors après, si tu es beaucoup dans le mental, bah, ça veut dire aussi, il y a plusieurs grilles d'analyse, parce que le corps, on peut le couper aussi en 3 parties. Les niveaux en Feng Shui d'habitation, on les coupe aussi en 3 parties. Corps, sentiment, pensée. Donc quelqu'un qui est, par exemple, je sais pas moi, si j'ai ce mur-là, je le divise en 3. Il y a des personnes qui vont tout m'accrocher leur cadre dans la pensée. Puis il y en a qui accrochent rien, tout est par terre. Et puis il y en a qui mettent des trucs pas du tout au milieu. Enfin, et donc là, il y a une lecture. C'est-à-dire qu'en Feng Shui, on coupe toujours. Tu es au 1er étage, tu es au 2e étage, tu es au 3e étage. Bah, tu es où, toi? Tu es dans le corps, tu es dans le sentiment ou dans la pensée par rapport à l'étage qu'elle t'habite ou ta chambre, si ta maison elle est divisée en 2 étages. Enfin voilà, donc après, prendre l'air, être en haut, si tu es dans les pensées, ça peut avoir aussi une relation. Oui, donc c'est pas forcément ouais, non, non. C'est pas une question forcément de géobiologie. Ouais. Voilà. Après, je peux répondre à toutes les questions. Il y a mes cartes. Si vous avez des questions, des choses que j'ai pas abordées, peut-être plus personnelles, avec plaisir de prendre le temps de vous répondre. Mais voilà, les supports, en fait, oui. Puis alors, même moi, tu vois, j'en ai pas eu besoin parce qu'en fait, il y a tous les exercices. Ouais, il y a tout le déroulé, en fait, des stages. Et puis, s'il y a des personnes que ça intéresse ou voilà, même qui ne sont pas là, mais de votre entourage, en fait, je fais un module 1 en géobiologie. Mais c'est un sujet...